passer tout court. C'est vrai. Et moi, je trouve que ça, c'est un bon début de podcast aussi. Ah non, non, Ah bah si, moi aussi, j'ai le droit de jouer. Oh, c'est pas juste. non. Ah, Oh, il y en avait de tellement plus belles en plus à placer. ah bah écoute, tu as encore le temps, le générique n'est pas lancé, si tu veux en lancer d'autres. Ah mais justement, tout à l'heure au boulot, il y a une collègue qui me fait attends, tu peux me montrer où est-ce que tu mets ton doigt? Et voilà. Il est content. Et du coup, je lui ai fait titre. Voilà. C'était drôle. Et ben, qu'est-ce qu'on se voit là? Ah, on se marre. Hein. Oh là là, grosse poulade. Hein. Je crois que là-dessus, on peut lancer le générique. On peut. Let's go. J'espère que je vais être synchro, franchement, parce que ça la fout très mal. Ah, j'espère pour toi aussi. Ah, du coup, on a donc, perdu comme Cécile. vous avez pu le comprendre avec ce Let's Go pas du tout synchro, mes compagnons n'entendent pas les jingles, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Bienvenue dans Monsieur Série and Friends, saison 3, épisode 19, si mon Trello est bien à jour. Oui, et vous pas comme la avez semaine peut-être dernière. remarqué que ce n'est pas Monsieur Série qui vous parle. Ah bon? Cécile Ah bon de Mini Boobs aux commandes cette semaine. Parce que Monsieur Série déménage. Mais Non, il a juste une très grosse gastro, mais faut pas le dire. Il y en a partout sur les murs. Mon excuse était quand même vachement plus classe. Ouais. Bon, c'est pas ce qui nous définit la classe en général. Et donc aujourd'hui, pour ma première recommande, j'ai les Tic et Tac alcooliques pour m'accompagner, Elodie et Romain. Tous les alcooliques. Évidemment. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le roi de la calache, Florian. Bonsoir Mini Boobs and Friends. Mini Boobs and Friends. Et enfin, un revenant, Grégoire. Ouais, salut. Non, alors, c'est pas vraiment un revenant, ça fait 4 semaines qu'il essaye de venir, mais en fait, on lui laisse pas la place. Il se fait refouler à l'entrée. Vous avez des baskets, vous rentrez pas. C'est le mec que tu vois à la fenêtre qui toque, genre, je peux rentrer? S'il vous plaît. Non. Ou le mec, tu vois, qui essaye de placer une phrase dans une conversation, mais en fait, personne ne le calcule. C'est ça. Ah non, ça c'est Et en moi. fait, Ça. quelqu'un reprend exactement la même phrase et tout le monde se dit, ah ouais! C'est génial. En fait, je suis un fantôme et je ne le sais pas. Ça prend une- On va t'appeler Casper. Mais est-ce qu'il y, Je vois a un- des gens. est-ce qu'il y a un enfant qui te voit et qui te parle? Ah, c'est sale ça par contre. Pas tout de suite peut-être. Bon, donc dans cet épisode, on va vous proposer un peu d'actu, un quiz fait par Florian, et j'ai très très hâte. Une petite- Moi j'ai très peur. Non mais en vrai, nous aussi on a peur. Merci. Une chronique par Romain qui va nous parler de ses rattrapages. Ah bon, c'était censé être une chronique? Ah bah oui, ça va être une chronique, Non, on va je discuter de Non, ce mais que oui, tu bien fais. évidemment. Et enfin, Qu'est-ce que je on finira par un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, il me semble, les amis, qu'il est temps de lancer l'actu. Allez, c'est parti. Hello les loulous, c'est Michel. On m'a demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon? Je peux rentrer chez moi maintenant? Et le pauvre Michel n'est toujours pas rentré chez lui. Ah, paix à son âme. Alors, les actus, Il est comme pas d'habitude, comme d'habitude, en mode OSEF, pas OSEF. Et je commence par la plus importante. Romain, je 3, pense que... 4. C'est un nouveau départ. Eh, ta gueule. Pour écrire Ta gueule, une ta gueule. histoire. Alors Il voilà, faut maintenant que jouer. j'ai enfin réussi à arrêter la série et à ne plus regarder Demain nous appartient, la série est prolongée d'1 an. Ouais, clap, clap, on s'en fout pas. Voilà, content. Non, en vrai, Non, OSEF, c'est mais ça veut dire que TF1 a réussi son pari, je pense, parce qu'il prolongerait Oui. pas d'1 an si ça Bah, marchait pas. C'est quand même un pari à moitié réussi. La cible sur les ménagères est pas trop mal, ça va. En termes de part de marché, oulala. Part de marché, ça tourne autour de 10%. Part de perché. Ça fait un peu plus de 3 millions chaque soir. Ça va, ça pourrait être meilleur, ça pourrait être pire. Ils y trouvent leur compte. Hein. Ouais, et puis je pense Mais qu'il c'est laisse, surtout que il laisse la chance à la série de s'installer sur la longueur. Bon là, ça Ouais, fait c'est déjà pas 6 donné à mois. tout, là. on est déjà quand même sur 6 mois, mais surtout il crie la politesse à France 2 qui a toujours pas lancé son feuilleton quotidien qui est annoncé depuis 1 an. Non, et puis je comprends pas pourquoi France Télévisions veut en relancer un alors qu'ils ont déjà Plus belle la vie qui marche. Et c'est surtout qu'il y a N'oubliez pas les paroles qui fait des records d'audience comme pas possible avec Nagui, donc ils vont pas. Mais je pense qu'ils veulent peut-être consolider le milieu d'après-midi en fait. Ouais, c'est possible. C'est un tout petit peu le truc. Pour la ménagère.
Alors ensuite, deuxième grosse annonce qui a choqué tout le monde. Oh là là, mon Dieu, Marvel's choqué. Inhumans est annulé. Ah mon Dieu. Ah mon C'est Dieu, on s'y attendait tellement pas. Non. Oh, je Non, pense que Osef. Osef, hein, tout le monde. Oui. Par contre, Par La contre, seule qui est contente. il y mais a non, une je te saison laisse 2 enchaîner. Ouais. pour Happy. Et justement, elle est. Happy. Oh, mais quelle blague. Allez. Regardez Happy, meilleure on série mettra de Sarah sci-fi. Williams après. Oh. Bon, là, on a 3 infos qui se ressemblent un peu. Les 3 reboots présentés dernièrement. Donc, tout d'abord, Magnum sur CBS, dont le pilote est commandé. Osef, pas Osef. 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 Comme pour MacGyver, en fait, quand ça avait été annoncé. Oui. Ouais, c'est ça. Après, moi, je veux juste voir qui ils vont prendre pour remplacer Tom Selleck. Et C'est est-ce dans qu'il la aura la moustache. moustache. Voilà. Voilà. Ben... Milo Ventimiglia. Ah ouais. là, par contre, je regarde. Ah, mais grave, je regarde aussi. CBS, si tu nous entends, c'est ça le bon choix. Je veux dire, Ventimiglia avec une moustache Ah, mais et une c'est- chemise hawaïenne Non, mais dans dans une This Is Us, Ferrari. c'est génial. Sa Ah ouais, non, moustache, mais c'est- ouais. En fait, belle si, on est, moustache. on est capable Ah, de non. Il regarder. y a Henry Cavill aussi qui a eu des problèmes de moustache là pour le tournage des Superman et compagnie. Là, qui a eu des Ah bah oui. shoots qui ont été faits. Donc peut-être qu'il tournait peut-être un pilote secrètement pour Magnum. On sait pas. Moi, j'ai envie qu'ils prennent un mec Emberb en fait et qu'à chaque fois, chaque Il épisode rajoute de production, il lui rajoute une moustache. Ça- je Ah, rigole, non. tu sais. Ça va faire péter le budget, c'est annulé après 13 épisodes juste pour rajouter la moustache en post-prod. Ah non, moi j'aimerais bien, tu sais, qu'en mode détective privé, pour se cacher, il rajoute la moustache, tu vois, il se la colle à chaque fois, et puis dès qu'il sort d'une enquête, il l'enlève. Oh oui. Mon Dieu, mais en fait, c'était Clark Kent. Oh mon dieu. Ça, ce sera un bon concept, je pense. Deuxième reboot commandé, cette fois-ci sur CW. Charmed. Osef. Joseph. Parce que moi personnellement en fait j'ai beaucoup aimé la série mère tout simplement la série de base j'ai beaucoup aimé puisque ça retrace toute mon adolescence et la trilogie du samedi Non, sur mais M6. pareil. Enfin, voilà, Petit j'ai enregistré ange. sur des cassettes pour pouvoir suivre leur aventure, enfin bref, leurs aventures. Et non, j'ai pas envie de redécouvrir ça avec de nouvelles sorcières et non, ça ne m'intéresse pas. Non mais moi c'est la même chose en fait. Pour moi le reboot de Charmed n'a pas d'intérêt étant donné que j'ai vu C'est la ça. série originelle. Par contre l'autre reboot qui va être fait, donc c'est Roswell, également sur la CW. Là ça m'intéresse parce qu'en fait je me vois pas essayer de regarder la série originale parce que Ouais. je pense que Elle ça a a super mal terriblement vieilli. vieilli. Ouais. C'était vachement bien pour l'époque, mais maintenant tu le regarderais plus, c'est sûr. Voilà, donc je me dis qu'un reboot de Roswell, vu que je l'ai pas vu à l'époque, moi ça peut m'intéresser. C'était Il y avait vachement pas un bien, truc- Roswell. Il y avait pas un truc de la CW qui ressemblait un tout petit peu à Si c'était merde attends le truc avec Emmett Garden. Tout le monde revient. sur les adolescents dans les C'est ça. c'est Starcrossed. Non, c'est pas Starcross, Rien à exactement, voir. c'est ça. C'est ça. Starcross, c'est Roméo et Juliette. Non mais c'est Non, Starcrossed tout court. oui. Starcross, c'est Still Starcrossed, le truc de Roméo et Juliette qui était Ouais, nul et qui a exactement. été annulé. C'est ça. Ouais. Et que Cécile a regardé jusqu'au bout mais on sait pas comment elle a fait. Bah, Elle a j'ai dû se souffert. planter des aiguilles C'est quelque ça. part. J'ai saigné de partout. Et enfin, une news qui, moi, je dis pas Osef du tout. Ça me remplit de joie autant que Happy pour Elodie. Une saison 3 pour One Day at a Time. Alors, moi, je suis un peu mitigé dans le sens où j'ai toujours pas commencé la série, mais j'en entends tellement du bien de cette famille Alvarez. Parce qu'elle est que tellement j'ai bien. vraiment- Mais tellement bien. Et je rajoute un bémol. Apparemment, le renouvellement est pas officiel, tout simplement parce que le site sur lequel tout le monde l'a retweeté, y compris votre serviteur, n'est pas super fiable. Ah, Ce qui veut dire que ni Ah, c'est Jean-Marc Morandini. l'équipe ni Netflix ont confirmé vraiment que ça arriverait, mais ça va arriver évidemment. mais oui, Alors, mais le sérigraphe, il a quoi à dire sur ça? Le sérigraphe, il a encore rien publié à ce sujet. Ah. Niquez-vous. Tirez-en vos conclusions. Non, ce serait très bien, en tout cas. Non, Pas mais pour de les toute fans. façon, on va en reparler dans le retour sur la semaine passée. On reparlera un petit peu de One Day at a Time pour vous dire combien c'est trop bien qu'il faut regarder. Au fil des jours. J'ai une news à rajouter, donc attends, Dis-moi. petit jingle. Voilà. Yeah, oh yeah. C'est ça. Il y a eu un but au duplex et Catherine Hegel rejoint la saison 8 de Suits. Voilà, à la place de Patrick Adams. Oui, parce que les deux sont partis, Exactement. les acteurs principaux Donc qu'ils ont. voilà. Et apparemment, Catherine Hegel n'a toujours pas lâché l'affaire d'être la star de sa propre série à elle. Là. Oui, bah pour la Ouais. dernière saison de Suits, ce sera bien. Elle va faire couler la série et puis voilà, elle sera toujours dans ce. Une nouvelle sa partenaire malédiction. qui va soit être la meilleure alliée de la firme ou son ennemie la plus puissante. Je cite le. Oh là là, Ah. mon Dieu, ça donne vraiment envie de regarder ces nouveaux épisodes.
Bon bah voilà, je pense qu'on a fini avec l'actu, à moins que quelqu'un d'autre ait un oyé à faire. Oyé. Merci Romain. Sur ce, je pense que c'est l'heure du quiz. Salut, c'est le père Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et vert? Top. La mer. Ta mère. Limite, il sera pas mal. Ah. On Tu m'as essaie pris de de faire court. comme on peut pour que ce soit synchro. Je suis en train de ricaner dans ma barbe. Florian, c'est ton moment. C'est donc mon moment. Mon Donne moment tout ce de que t'as. briller, mon moment de m'ajuster à la C'est folie ton nouveau ambiante. départ. Voilà. Non, C'est la folie ambiante qui m'a poussé à faire ce petit quiz. Donc le principe est très très simple. Donc c'est remake, suite ou les deux. Donc j'ai une petite douzaine ou une quinzaine de séries à vous soumettre. Moi, je Et peux faire une quinzaine l'idée- d'huîtres, s'il te plaît. Ouais, exactement. Donc une douzaine à quinzaine de séries. Et donc l'idée c'est de dire donc soit si elles ont fait l'objet d'un remake, donc soit dans leur pays d'origine, soit ailleurs, soit si elles ont fait l'objet d'une suite, soit les deux. Sachant que les remakes comme film ne comptent pas et que les remakes comme série d'animation ne comptent pas non plus. Chef. Voilà. Oui, chef. Et que par contre ce qui compte c'est les C'est la remakes, taille. les projets de remake qui ont été jusqu'au pilote mais ont été abandonnés, sinon ça serait pas fun si tous les remakes avaient été forcément diffusés. Voilà. Oh là, mais c'est dur ça. Non, c'est pas dur en fait, c'est très fun et ça permet par exemple à Roro de shipper quelques-uns de tes points et vice versa. Mais moi, je trouve ça bien que Elodie dise que c'est dur juste après que j'ai dit que ce qui compte, c'est la taille. Combo. Ah, j'ai même pas entendu. Et j'avais mon quota de dad jokes à faire. Monsieur Seri, Ah oui. je pense à toi. Rest in peace. Tu seras adoubé à la fin. Bon, donc soyez indulgente et tout le Attends, monde. juste un truc, Florent. Grégoire? Oui. Ah, c'est bon, il est vivant. Il est con. Bon, qui c'est qui je note le score enfin chaque Ah oui. Ah oui, tu te débrouilles, c'est ton moment, ça veut dire que tu te démerdes. Ouais, alors qu'on compte pas du tout les points, mais compte les quand Non, même. mais moi je suis triste parce que normalement c'est moi en tête avec Cécile, donc Oui, Ah ouais, bah, faut que pour tu l'honneur, comptes les si tu veux, points, on dira que vous aurez gagné. oui, on compte les points. Bon, et on compte les points alors. Alors, première série. Les Contes de la Crypte. Les deux. Remake. Remake, ouais. Et donc Elodie a dit remake. Elodie a raison. Donc il y a eu deux. Ouais. Ce podcast est Un peu friendly, de politesse, s'il vous plaît. friendly, ok, c'est Voilà. pas explicite comme content. Un point pour Elodie. Il y a eu deux remakes pour les Contes de la Crypte qui ont été abandonnés. Le dernier étant produit par M. Night Shyamalan et qui a été refusé par TNT parce que c'était trop compliqué d'obtenir les droits. Et ça a été aussi refusé par la CW. Non, si. Loupé. Si, c'est passé d'abord sur CW, après sur TNT, et les deux ont dit nope. Oula, le CW ça devait être très très fort parce que comme j'ai juste entendu pour pour TNT. Hein. Moi je crois que c'était TNT aussi. Non, c'était Ouais. juste avant. CW a refusé, du coup ils l'ont présenté à TNT, TNT a fait nope. Eh bien, on te croit pas. Non, mais sûr, ils ont pas fait non, puis ils ont dit oui, sauf qu'en fait il y avait des complications avec les garants des droits en fait. Mais il y en avait un qui avait été fait il y a des lustres et qui a jamais été diffusé non plus. Donc deuxième série, Spaced. Suite. Remake. Non, ils vont faire Les un deux. remake, c'est vrai. Bah, les deux, du coup. Cécile a raison, un remake. Ah. La J'avais vu, c'est la pas faux. série n'a jamais eu de suite, mais il y a bien eu un remake qui a été dont un pilote a été tourné pour la Fox, produit par Maggie en 2008 et qui a été largement cassé par toute l'équipe originale qui n'a pas du tout été consultée, donc c'est-à-dire Simon Pegg, Edgar Wright, etc. Ah non, s'il y Alors avait eu là- une suite, j'aurais été au courant. Ouais. Et là, donc la série suivante, elle est plutôt facile, donc ça va être à la rapidité. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Le prisonnier. Les deux. Non, la Remake, suite. remake. Avec Non, c'est Avec, suite. tu aurais Jim dit. Caviezel. J'ai entendu Greg d'abord pour le remake. Et c'est Greg qui a raison, donc un point pour Greg, donc ça fait un point partout et 0 pour Romain. Ouh là là, et il faut se sortir les doigts. Remake avec Jim Caviezel. Par contre, mes oreilles fonctionnent McKellen. parfaitement, Romain, d'ailleurs. Donc, C'était sur NBC, non? The Prisoner. Ian McKellen, c'était non, pas sur mal. AMC. C'était AMC, ça a été sur 6 épisodes, et Je après ça a été comprends les diffusé sur Canal+ ici. That 70's Show. Suite. Un remake. Suite. Suite. C'est That 80's Show qui a été fait. Non. Non? Les deux. Personne ne...
Ah, Roro a dit les deux. Roro a raison. Donc il y a bien sûr une suite, comme disait Cécile, donc That 80s Show, et il y a eu un remake anglais diffusé sur ITV en 1999 qui s'appelle Days Like These. Alors là, c'est pointu. Ben oui, Et Elodie disait que c'était dur, elle avait raison en fait, parce que je me fais pas chier à faire des trucs qui sont trop faciles. Pour l'autre. Alors, Golden Girls. Suite. Les deux. C'est comme ça. Les deux, Hello a raison. Il y a eu plein de remakes en Portugal, en Espagne, en Grèce, etc., qui ont duré 1 ou 2 saisons. Et il y a eu une suite à Golden Girls avec quelques-uns des mêmes personnages qui s'appelle Golden Palace, qui a été diffusée sur une saison. Alors celle-ci est ultra pointue, mais donc ça va être vraiment au pifomètre. King of the Hill. Les deux. Remake. Suite. Hello a raison. Alors, j'ai découvert ça totalement par hasard. Il y avait un remake totalement gueudin en fait qui a été produit par Mike Judge et Greg Daniels et qui devait être pas un remake animé mais un remake en live action qui s'appelle Monsignor Martinez, et c'est un spin-off sur un prêtre qui déclare la guerre à un dealer qui a assassiné son enfant de cœur préféré. Voilà. Non, mais ça a jamais été diffusé et c'était un remake live action totalement déjanté. Attends, King of the Hill, c'était diffusé dans le sitcom Domination sur Fox, non? C'est ça, c'est exactement pendant 13 saisons et à un moment ils ont voulu faire un remake en live action. Le titre français, c'est quoi? Je crois que c'est C'est pas King of the Hill en plus. Non, c'est le. Allez, Google. Les rois du Texas, je crois. Ah, c'est dit. Je crois que c'était le roi du Texas. C'était sur Série Club. Bref, la série suivante, vous êtes prêts? Prêt. Chapeau melon et bottes de cuir. Les deux. Suite. Les deux. Je dirais que c'était une suite. Oui. Qui a dit que c'était une suite? C'est moi. C'est lui. Donc, Oh, merci, c'est sûr. Alors, je te confirme, c'est bien les rois du Texas en français pour King of the c'est le Hill. roi du Texas. Ok. Me, Books and Friends au cœur de l'actu. Ouais. Et donc la suite, en fait, c'était les New Avengers. Ah. Et ouais. Donc, série suivante. Jane the Virgin. Les deux. Remake. Non, c'est Les non, deux. c'est les Non, deux. non, les deux. Parce qu'il y a eu des adaptations genre Ugly Betty et en plus Exactement. la CW l'a adapté de la telenovela. Exactement. Oh là là. Attends, Ugly Betty à la base, c'est Jane the Virgin. Roro a tout compris. Yossel Betty la Fea. Non. Non, c'est un remake d'une autre telenovela. Et ce qui s'appelle Il a craché par terre. Reine la Virgen. C'est ça. Et qui a été et donc le format a été adapté en plus de la CW en Inde, en Pologne, en Venezuela et il y a une suite. et la Grèce. Mais il y a une suite. Attendez. Si, donne-moi le point, si. Non, je retire le point en Roro. Oui, parce qu'il y a pas les deux. Moi, c'est ça, je comprenais pas. J'ai dit remake. Non, en fait, j'ai raconté de la merde. J'avais bien entouré remake. Non, j'ai confondu avec Ugly Betty qui a eu l'adaptation américaine, l'adaptation en Allemagne et L'adaptation en Allemagne a eu une suite. Donc Oui. personne n'a 2 points et je reprends le point parce que j'ai merdé. Voilà, ça vous apprendra à me confier le quiz. Mais, Voilà. non, mais franchement, ma réponse elle était pas trop mal. Non. Elle était complètement à côté. Le mec, il dit un truc totalement aléatoire, il croit qu'on va lui dire oui, c'est bon, tout à fait. Bon, Des fois, dans les j'en ai- grosses têtes, j'en ai quand ils encore cherchent 7. une citation, ils en donnent J'en une ai à encore côté. 7, je vais essayer d'accélérer le mouvement, sinon on va y repasser la nuit. Alors, encore technique, mais cette fois-ci j'ai la bonne réponse. Doctor Who. Les Les deux. deux. Non, suite. Donc- Il n'y a pas de remake. Non, les deux. Non, les deux, donc je crois que c'était Roro qui avait dit les deux. C'est Roro qui engrange le point qu'il a malencontreusement. Ah, parce que tu considères la nouvelle série comme un remake, non? C'est une suite. Voilà, il y a eu plusieurs suites, donc avec plusieurs générations, donc je peux considérer ça comme une suite. Par contre, il y a eu un remake Il y a eu américain. Classe. Il y a un remake américain pour CBS qui a été produit par Amblin Television et il y a eu plusieurs scripts qui ont été faits et voilà, donc il y avait bien un projet très très avancé de Mais ça n'a pas été produit. remake américain pour CBS Oui, mais qui a été c'était déjà en production. voilà, qui a été tourné en 93-94 et après ça aboutit aussi à un film qui a été diffusé en 96 sur la Fox. Ah oui, sauf que le film, Donc- le film est inclus dans la timeline de Doctor Who, vu que c'est le Docteur 8. Mais Paul je McGann considère ça et comme le un Docteur remake. 8. Il n'y a pas de problème. Je considère ça comme un remake américain. Ah non,
C'est un remake. il est Si, considéré- j'ai il bien est dit au canon. départ que On c'était. s'engueulait. On va j'ai bien vous dit que laisser. c'était un- Allez, bonne soirée. La Allez, bise. au revoir. Magan est un docteur à part entière. Même si c'est une version américaine, il est dans la. De il est toute dans manière, la dans ma réponse, j'incluais d'abord le projet de série qui a été abandonné, donc Voilà, avec ça, par contre, j'en ai un jamais pilote entendu non parler. tourné. Mais Cécile, Voilà. j'ai le point, c'est bon, ne pleure pas. C'est Docteur Who, je devrais avoir le point. Mais oui, mais là t'as merdé, qu'est-ce que tu veux? Ça Ah non, arrive, hein. c'est que son remake, là, j'en ai jamais entendu parler. Parce que De t'es toute façon, mais c'est le choc psychique. Cherche la merde. Et que vous avez toute la latitude pour vous planter. Charlie's Angels. Les Les deux. deux. Les deux. Eh bien, il n'y a jamais eu de suite à Charlie's Angels, donc c'est si. juste le remake. Il y a eu le remake sur ABC qui était un lourd flop et il n'y a pas eu. C'est ça, mais c'est un remake, oui, mais il n'y a pas eu de suite à Charlie's Angels. Vérifie. Non, Ah, les gens de mauvaise foi. il y en a pas eu. Donc, Remake. du coup, Non, suite. personne n'a eu le point parce que personne n'a répondu. Tout le monde a dit les deux, en fait. Elodie répond. Non, mais je suis Anyway. pas... J'en ai encore 5, donc on va 6 même. Vas-y. The Tick of It. Les deux. Je sais même pas ce Suite. que c'est. Je sais pas ce que c'est non Non plus. plus, Suite. c'est pour ça que j'ai répondu. Non, pas pour Roro. Ah non, mais, remake. mais Florian, arrête, merde. Credi. Donc c'est Hello. Voilà, Allez. Fais des faux espoirs. Remake. Je sais pas. ouais, exactement. Remake, c'était un pilote pour ABC qui a été tourné avec Oliver Platt. Mais c'est quoi cette série de base? Je ne connais On pas. connaît pas, en The fait. Tick of It, c'est une satire politique qui a été créée par Armando Iannucci, qui est aussi le créateur de VIP. Donc en Ok. gros, c'est le même principe, sauf que c'est avec et donc il y a Peter Capaldi qui avec le rôle qu'il a fait Ah, exposer mais à la si, télévision. D'accord, si, je vois ce que c'est du coup. C'est The Tick of It, voilà. Et donc il y a eu un remake sans les insultes qui a été tourné pour ABC, qui n'a pas été pris. Mais il n'y a pas eu de suite pour The Tick of It. Ok, mais tu m'as. À part en film, mais on a déjà dit que les films ne comptent pas. Ah. Voilà. Orphan Black. Mais non. Suite. Non, remake. Cécile. Non, remake. Ah, mais j'ai raison. Attends, il n'y a pas de suite. Oh. C'est un remake, oui. Japonais. Ah. C'est Bon, faux espoir. je me concentre parce que du coup, c'est moi qui Oui, suis pas là, concentré le du maître tout. du jeu, ouais. C'est ça. Breaking Bad. Suite. Non, Remake. non, Suite. c'est un remake. suite. Non, c'est une suite. Mais quoi, Les deux. C'est une suite. Bah, c'est pas une suite. Greg, attends. les deux. Oui, facile. Ah, si, il y a une adaptation en Colombie ou un truc comme ça. Exactement, Ah, qui s'appelle merde. Metastasis. Et donc, il y a Better Call Saul, qui est aussi une préquelle et une séquelle. Ce qui dépend des épisodes. La suivante. Prison Break. Une Les suite. deux. Les deux. Parce que c'est Cécile, les israélien deux. à la base, non? Ou je confonds C'est avec... donc il y a eu un remake russe qui s'appelle Pobeg, excuse-moi. Gavaritovski. Niet? Voilà. Et Nazdrovie. donc la suite est peut-être une 6e saison. Ah, mais c'est confirmé, en fait. Ah oui, elle est confirmée. Euh, Ouais. Et Voilà. pourquoi, on ne sait pas, mais oui. On il y a une pleure, suite. mais c'est confirmé. Et les deux dernières. Urgence. Les deux. Suite. Remake. Oh, les deux. On est vraiment une On l'avait presque. En fait, c'est Hello et Greg ont répondu suite remake en même temps, je crois. Oui. Ouais. Oui. Et donc Ouais. voilà. Bravo, Hello. Donc 5 On est les meilleurs. Donc on est à 5 points pour Hello, 4 pour Roro, 2 pour Cécile et 2 pour Greg. La dernière, qui La va donc départager. voilà, peut-être départager. Non, je connais pas ça. Ah, le suspense. Il y a bien un A dans le nom de la série. Absolutely Fabulous. Les deux. Suite. Remake. Deux. Cécile a le 3e point. C'était les deux. Il y a eu un remake américain avec Catherine Hahn et Kristen Johnston de 3e Planète après le Soleil. Et il y a eu aussi une suite à Fab avec une série d'émissions spéciales. Voilà, donc les scores. Donc ça fait que Hello a gagné avec 5 points, Roro à 4, Cécile à 3, Grégory à 2. Et moi, je vais essayer de beaucoup plus bosser mes notes et les réponses que je donne pour déterminer les points. Merci à tous. Bravo, C'est tout pour moi. Drop the mic. Bah, merci Florian pour ce quiz. Écoute, en plus, on a même appris des choses. Quand même, moi je dis, c'est beau. Alors, pour cette séquence, je n'ai pas de jingle. Donc moi je propose, Roro, fais-nous un jingle à la bouche. Palapapapa, le jingle de Roro. Palapapapa. C'était pas bien. Eh ben, c'est le meilleur jingle de la vie. Sponsorisé par Ta mère.
Ah, t'aurais pu rajouter un ta mère en fond, ça aurait été sympa. Et donc, Romain, tu vas nous parler de tes rattrapages de Noël ou de 2018 ou... Alors, c'est plutôt mes rattrapages de 2018. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast. En fait, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle le Challenge Série. Et c'est chaque année, en fait, pour tous les sériphiles qui ont envie de participer, il suffit de sélectionner un certain nombre de séries à regarder durant l'année qui va arriver et d'essayer de respecter au maximum son planning et de pas trop changer. Enfin voilà, juste de se fixer des objectifs, un certain nombre de séries à regarder et de le faire avant la fin de l'année. Et Ça a l'air chiant en fait. Comment? Ça a l'air chiant. Mais non, justement, en fait, le truc, c'est pas du tout chiant, puisque moi, personnellement, ça me permet de vraiment prendre du temps et de consacrer du temps à des séries que j'ai envie de voir depuis très longtemps et que malheureusement, je me dis, je la commencerai plus tard, alors que le but du challenge, en fait, et même tout l'intérêt réside dans le fait d'avoir un objectif à accomplir avant la fin de l'année, et ça me pousse à les regarder. Bon, c'est ridicule, hein, mais c'est juste pour, au niveau personnel que ça peut m'atteindre. Et voilà, donc, dans ce cadre-là, Et moi, j'ai donc commencé. J'ai une question. Les séries, tu dois les regarder de A à Z? Oui, tu dois les regarder en intégralité, ouais. Et Tout à donc, fait. c'est que des séries que tu n'as jamais vues avant? De préférence, oui. Ou sinon, tu peux rattraper des saisons que tu n'as pas vues. Donc, Aussi. si tu fais un rewatch, tu regardes que les séries que t'as pas, enfin, que les saisons que tu n'as pas vues. Alors, tu peux faire un rewatch aussi si tu veux. Ok, d'accord. T'as différentes règles comme ça que tu peux faire. Enfin, après, si Un peu à la carte. tout quoi. est expliqué. Non, tout est expliqué. Il y a un règlement et tout ça, c'est expliqué sur le. Il faut signer avec son sang. Oui, bien sûr. Non, moi j'ai signé avec ma tub, mais ça. Mais le stylo, ce n'est pas bien. Le Attends, mais stylo, il y avait c'est- assez de place pour signer sur la feuille A4 ou Oh, tu es trop généreuse. Non, enfin, voilà. Donc c'est vraiment un challenge qui est personnel et ça permet aussi d'échanger avec pas mal d'autres sériphiles, d'échanger nos avis, nos opinions sur nos avancées sérielles. Et nous gamètes. Si tu fais ce que tu veux après, les gamètes ne regardent que toi. Ah non, mais je rebondissais sur le fait que tu disais que tu avais signé avec ta tub en fait. Moi, là, j'imagine des spermatozoïdes qui sont en train de le regarder, tu vois. Mais non. Ça ferait un super remake pour Il était une fois la vie d'ailleurs. Ça ferait surtout une comédie de Seth MacFarlane. Bon, bref. Une fois la bite, du coup. C'est la bite, Bien joué. la bite. Et donc, du coup, pour mon challenge série 2018, il y a une petite sitcom sur laquelle je me suis attardé, que j'ai commencé en janvier. Et c'est Mom, donc la sitcom de Chuck Lorre et de Eddie Gorodetsky, qui suit les aventures de Christy, interprétée par Anna Faris, et de Bonnie, Alison Janney. Donc c'est une mère et une fille qui se sont pas parlé depuis très très longtemps et qui du jour au lendemain vont un peu recroiser leur chemin. Et la particularité entre les deux, c'est qu'elles souffrent d'alcoolisme. Et donc la série va beaucoup exploiter cette thématique. Et je pense que j'ai rarement eu affaire à une sitcom qui pouvait être autant drôle, lorgnant limite du côté trash, mais qui arrivait quand même à avoir une telle profondeur et un tel niveau de drama, puisque l'alcoolisme, on rappelle que c'est une maladie qui est... C'est pas franchement Jojo, hein? Parce que le Donc, pitch, quand tu le dis comme ça fait vraiment glauque, quoi. Enfin, Ouais, et en fait, voilà, il y a vraiment des passages dans la série qui sont ultra, bon, je vais pas dire réalistes, mais qui sont profondément humains en termes de tous les attraits, enfin tous les malaises et tous les problèmes que l'alcoolisme peut entraîner, et on vit ça à travers les deux protagonistes principales. Et principaux, oui, non, parce que pour moi elles étaient féminines. Donc bref, les deux protagonistes principaux, donc c'est vraiment c'est dur à certains moments de la regarder. Là pour l'instant j'en suis à la 2e saison, j'ai presque fini la saison 2 et c'est vraiment un pur régal, vraiment. Je m'attendais pas à ce que la série arrive à jongler comme ça entre la comédie et le drama, et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi plus la série avançait et plus elle en devenait meilleure, qu'elle se bonifiait avec le temps, comme du bon vin, hein, pour faire une petite blague avec l'alcool. blague alcoolisme. Voilà. Et non, la série permet en fait de faire vraiment réfléchir sur certains comportements adoptés en société, sur tout simplement l'alcool, ce que ça peut faire, l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Et moi j'aime Tu beaucoup. dis ça en buvant de la bière. Non, mais... J'allais dire, et maintenant, tu as arrêté de boire depuis combien de temps? non, mais ça fait vraiment réfléchir du coup sur sa propre consommation. Ça se fait poser de bonnes questions, et même la série exploite de sujets. Par exemple, il y en a une qui à cause de l'alcool, elle a mal éduqué ses enfants, donc ça c'est plutôt pour Bonnie
Et pour Christy, il y en a aussi une autre qui est partie en prison, il y en a une autre qui a perdu son mari. Enfin, vraiment, la destruction personnelle et aussi professionnelle qu'il peut avoir avec l'alcool, et c'est vraiment terrible et effroyable. Et la série, pour une série de Chuck Lorre, d'autant plus qu'on rappelle, et notamment le créateur de Two and a Half Men, donc Mon Oncle Charlie, qui était une série, une sitcom ultra graveleuse comme pas possible, qu'elle arrive à délivrer comme ça des moments aussi dramatiques et sérieux, et ben c'est surprenant, vraiment. Mais alors moi ma question c'est où est la comédie là-dedans, parce que là tout ce que tu nous décris c'est un drama, c'est pas une sitcom marrante. Alors la comédie en fait elle intervient sur le sitcom de situation, sur les pics que les deux héroïnes principales peuvent s'envoyer, puisque elles sont extrêmement méchantes entre elles, dans le sens où le personnage de Christy n'arrête pas de blâmer sans arrêt sa mère, son comportement de mère qu'elle a absolument pas éduqué, et que c'est elle qui a dû se former à la vie toute seule. Et en fait, le chemin de la rédemption que Bonnie fait pour essayer de reconquérir sa fille, d'un côté, il y a de la comédie sur ça, et en même temps sur toutes les situations personnelles qu'elles vivent. Je pense notamment à leurs relations sentimentales qui sont largement exploitées dans la série, mais aussi sur tous les personnages secondaires, genre l'ex-mari de Christy, sur les amourettes de Bonnie, j'ai dit les enfants ou pas de Christy ? Non, j'ai parlé de ses conquêtes. Ses enfants aussi qui sont vraiment très drôles, qui s'appellent Roscoe et Violet, puisque sa fille dans la saison 1, on apprend dès les premiers épisodes qu'en fait elle est tombée enceinte. Et donc il y a toute une situation par rapport à ça, sur le fait d'être mère et tout ça. Enfin, c'est un sujet plutôt sérieux, hein. Mais enfin voilà, c'est vraiment la comédie de la série, c'est spécial. Dans le sens où en fait elle apporte quand même beaucoup de légèreté et d'humour sur des sujets qui sont très sérieux, et limite la scène d'après ça va vraiment plonger dans le drama, où là en fait on rigole plus du tout, il y a plus de musique, et c'est ultra grave le ton qui est employé, et la seconde d'après bim il y a une petite réplique pour redéconner sur exactement ce même sujet, et hop ça repart. Enfin, c'est assez cocasse comme enchaînement. Ça me fait penser, je sais pas si t'as vu The Ranch. Ah désolé Ashton Kutcher, je ne le regarde pas. Non mais on en parle souvent avec Monsieur Série dans le podcast. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu, parce que moi Mom j'ai pas vu, mais The Ranch, moi c'est ça que j'aime dedans, c'est que tout ce qui leur arrive c'est des trucs affreux. Ils ont des problèmes de thunes, de santé, il y en a une qui perd son bébé. Enfin c'est vraiment des trucs terribles qui leur arrivent. Et pourtant, tu te marres et t'es super attaché à eux. Et voilà, donc je sais pas si c'est un peu cet esprit-là. Comment tu en parles, ça a l'air plutôt similaire sur le plan humoristique, puisque voilà, elle arrive à rigoler de sujets qui sont ultra sérieux, et même à certains moments je me dis mais c'est impressionnant comment la série arrive à te faire rire sur ça en fait. Après peut-être que là l'humour est peut-être plus léger entre guillemets, enfin j'imagine avec du Chuck Lorre en fait. Mais le truc qui est bizarre, c'est que tu vas avoir des blagues très pipi caca, et puis après tu vas avoir des trucs ultra sérieux, puis après enfin le mélange est assez déstabilisant dans les premiers épisodes. Et pendant ce temps, la chaise grince. Oui, ça peut vraiment être déroutant, mais pour l'instant, enfin moi je trouve que ça marche plutôt bien. Et est-ce qu'il y a du comique physique ? Parce que depuis Undateable, et c'est pratiquement l'une des seules séries où j'en ai vu. Enfin, Undateable, t'avais Chris D'Elia notamment qui faisait énormément de choses avec son corps, sans jeu de mots graveleux. La chaise qui grince, c'est déjà pas mal. Hein ? Il y a la chaise qui grince, c'est déjà pas mal en comédie physique. Ah oui, nous on fait de l'humour physique. Mais ah pardon. Je veux dire, dans les sitcoms, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Et dans Undateable, j'adorais ça. Alors, quand tu parles d'humour physique, en fait, il y a le personnage de Bonnie qui est très grand. Donc il y a souvent des différences de taille, et elle est souvent, enfin, elle est pas moquée, mais sa différence de taille est souvent amplifiée, on va dire, dans une situation de comique. Pareil pour Christy, on lui reproche souvent son passé de stripteaseuse. Ah non, moi c'était vraiment physique, pas dans le sens où on fait des blagues dessus, c'est dans le sens, typiquement dans Undateable, il faisait des flexions avec son corps que tu peux même pas imaginer que ce soit possible. Non, et du coup, après, il bougeait dans tous les sens, ça te fait marrer quoi. Alors dans cet aspect-là, non. Sinon après tu retrouves toujours les situations de comédie, par exemple un personnage qui glisse ou quelque chose comme ça. Enfin, le truc que t'as l'habitude de voir quoi. Et sinon dans l'équipe, il y en a d'autres qui ont vu Mom ou pas ? Nope. Je me suis arrêté au pilote, j'ai voulu reprendre et je n'ai jamais repris. Qu'est-ce que tu avais pensé du pilote, Florian ? Que c'était pas trop mal, mais on va dire que je regardais plus pour Allison Janney que je regardais pour Chuck Lorre. Ouais. Donc après, j'en avais pas pensé grand-chose.
J'avais pas grand chose. Très bon, franchement. Non, c'est ça. Enfin, mais bon, après j'avais compris ça. Après, il y a eu pas mal d'articles qui m'ont fait, on va dire, rapatrier la saison 1, dont celui excellent de Nicolas Robert sur le Daily Mars. Toc toc, dédicace à Nicolas Robert donc. Allez, Poto, la bise. C'est ça, Poto. Et du coup, ouais, donc c'est au niveau des comédies de Chuck Lorre, en fait, celle que je veux rattraper depuis des lustres, en fait, c'est plus Mike and Molly. Ah non, ok. Ah ouais. Mike and Molly pour le avec. coup, j'ai vu, c'est trop bien, il faut regarder. C'est ça. Et pour le coup, j'avais été beaucoup plus loin. J'avais été sur une dizaine d'épisodes pour Mike and Molly. Mais Mom, en fait, il y a pas mal de, il y avait quand même pas mal de bienveillance dans le ton et voilà. Après, voilà, il y a des fois où je suis pas super client de la lourdeur et du trash des vannes des séries de Chuck Lorre. C'est partie de l'ADN de la série, hein. Exactement. Donc bon, voilà. Ah, moi, c'est le côté Je sais que ça m'attire pas ouais. des masses, quoi. Ah oui, il y a après, des blagues sur c'est le quand même droit, Allison tout Janney, ça. donc bon, c'est difficile de pas s'attacher à une actrice comme Allison Janney mais sur son la longueur. personnage, elle est meilleure réplique, mais elle est juste exceptionnelle. Enfin, franchement, elle a un réparti de comique, mais c'est génial, vraiment. Et Grégoire, toi, tu l'as vu ou pas du tout? Mais moi, je l'ai vu, mais il y a vraiment longtemps et j'en avais pas gardé un. C'était plus ce que vous disiez un peu sur Chuck Lorre et compagnie. Je suis pas un immense fan de ce qu'il fait, enfin tout Chuck ça. Lorre, Donc j'ai un souvenir. J'ai un souvenir vraiment assez lointain. Et moi, au contraire, par contre, moi, c'est Anna Faris et je peux pas. Enfin, ça me crée un truc. Et du coup, comme j'ai du mal avec son, tu vois, tu parlais tout à l'heure un peu de jeu corporel, Cécile. C'est aussi les grimaces, les machins et trucs. Et Anna Faris, je trouve qu'elle en abuse un peu. Et du coup, j'avais un souvenir un peu gna 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 gna. Et du coup, j'étais jamais allé au-delà. Je devrais peut-être vu ce que t'en dis, mais au-delà du pilote, qui effectivement abordait très vite. Une fille jeune enfin la fille d'Anna Faris justement qui couche, qui est très jeune, ce genre de choses, des thèmes, voilà la femme, la mère célibataire, enfin plein de thèmes, l'alcool effectivement. Mais moi Anna Faris j'y croyais pas du tout, du coup j'ai pas accroché ni à l'humour ni au côté un peu plus drama quoi. C'est pas vraiment voilà. Je te rejoins sur Anna Faris dans le sens où des fois on a vraiment l'impression que c'est forcé. Et c'est un peu bizarre. Il y a un petit décalage entre elle et son personnage. En même temps, ouais, la plupart de ces films, enfin, je veux dire, elle s'est quand même fait connaître avec Scary Movie, donc la plupart de ces films, ça c'est pas non plus, voilà. Et là, je trouve, j'ai pas réussi à accrocher avec les autres autour du coup, donc ça a pas, il y a rien qu'à rattraper. Mais après, c'était il y a longtemps, donc c'est vrai qu'aussi, c'est pas, faudrait peut-être que je retente si j'ai le temps. Je sais pas si on l'a dit, mais au fait, la première saison a été diffusée en 2013 sur CBS. Ok, et c'est des saisons de combien d'épisodes? 24 épisodes de 20 minutes, je crois. Ouais, du 22-24, le traditionnel, quoi. Oui, classique, oui. Donc là, on est saison... En termes de conformisme, la série est ultra classique. Hein. Si on enlève le sujet de l'alcool, oui. Donc on est en saison 5. Là, la 5e saison est actuellement diffusée après Young Sheldon le jeudi soir, tout à fait. Et c'est du multicam? Oui, multicam. Ok. Avec rire enregistré, évidemment. Oui, bah évidemment. Sitcom américaine, quoi. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. On n'est pas sur du trial and error. Bon, après, tu me diras, si je me trompe pas, Young Sheldon, c'est une caméra, il n'y a pas de rire. Et c'est du Chuck Lorre pourtant. Mais bon, ça m'a pas fait rire personnellement, mais c'est un autre débat. Ok, bah je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur Mom ou si quelqu'un d'autre avait son avis à donner. Élodie, parle-nous de cette série que tu n'as pas vue. Allez, bien, allez. Merci Élodie pour cette intervention. Elle était vachement bien ma participation. Franchement, c'était mon moment préféré. Non, bah si on n'a pas d'autre chose à dire là-dessus, je pense qu'on va C'est discrètement diffusé en France sur Comédie Plus, ce que je viens de découvrir à l'instant. Oui, pareil, c'est justement ce que je cherchais en France. Pour ne pas faire la promotion de cette série. Ah oui, c'est vrai, j'oublie comment regarder légalement nos séries. Alors. Voilà. Je sais même pas si elles sont disponibles sur Netflix. Non, Netflix, Mom, c'est 0. Hein. Non. Ouais. J'ai regardé. En France, inédite dans les pays francophones, oui. C'est Comédie Plus. Ils font avec la saison 4, là, pour le moment. Ok, donc... pour l'instant, si vous voulez voir les épisodes actuels, demandez à votre oncle qui habite en Amérique et qui est très gentil. Eh bien non, je suis là pour te dire que ça n'est pas du tout le cas puisqu'il y a les 2 premières saisons de disponibles en VOD à l'achat en VOST
sur Google Play, iTunes et tous ces splendides plateformes. Et tutti quanti. Voilà, donc il est possible d'obtenir la série en VOST tout à fait légalement. Pour la modique somme de vous couper un bras. Exactement. Oui, mais en l'occurrence, c'est 16 €, donc je te trouve très dur, Roro. Oh, putain, oui. Quand on est série-film, il faut donner... 16 € la saison... Donne de ta personne un peu pour regarder tes séries. De quoi ? C'est de la VOD, c'est même pas des DVD, quoi. Bah oui. Ouais, mais iTunes, ils ont max de trucs que tu ne saurais pas en VOD et VOST et tout, quoi. Même les trucs genre Gotham qui sont diffusés par ailleurs, ils mettent... Ok. Eh bien, écoute, c'est toujours bon à savoir. Moi, je suis... Ouais, faut toujours aller faire les recherches. Voilà, donc c'était le petit point rattrapage sur Mom et j'ai hâte de découvrir la suite parce que je suis un peu hypé quand même par les aventures de Bonnie et de Christy. Est-ce que tu veux faire un jingle de fin de Chronique Roro ? C'était le jingle de fin. Ah, il était moins bien le final. Ouais, non, franchement, je préférais celui de Attends, j'en refais un en mode. Voilà. Ouais, c'était super. Là, c'était mieux. Bon, bah du coup, on va passer sur qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Si tout fonctionne comme il faut, on retournera dans le passé. On pourra alors vous parler de ce que l'on a regardé. Si ce n'est pas le cas, on explosera, ce qui risque de piquer. Bon, bah alors pour l'instant, on n'a toujours Ta pas mère explosé. Pardon. Non, il n'y a pas ta mère là. Merde. Sur celui-là, c'est soit on explose, soit bah, on n'explose pas. Et pour D'accord. l'instant, on n'a pas explosé. En même temps, je suis en pleine digestion, donc ça peut arriver. Non, c'est pas pareil ça. Donc, pour les séries qu'on a vues la semaine passée, bah, je vais commencer tant que j'ai la parole. Et donc, je vais vous parler d'une série qui a débarqué sur CW il n'y a pas très longtemps. Et oh mon Dieu, quelle surprise, c'est un super-héros. Et donc, ça s'appelle... Mon Dieu, shocking. Vous êtes trop étonnés, quoi. Ah, Et donc, oui. c'est Black Lightning. Dun, dun, dun. Le super-héros dont personne n'a jamais entendu parler. Tout à fait, José. C'est celui qui, quand tu rentres dans une pièce, pouf, il éteint la lumière. Oh, ça a sauté. Donc, que vous dire sur Black Lightning? Donc, c'est... Attends, c'est Que le courant passe. Hein? On pourrait Que le dire... courant passe. Pardon. Attends, il y a deux conversations en même temps. Non, je disais qu'on peut dire que la série est diffusée donc aux États-Unis sur The CW et elle est diffusée en différé avec un épisode par semaine sur Netflix France. Oui, mais j'allais y venir parce que moi je le regarde sur Netflix. Et alors par pardon. contre, c'est différé. Ils ont une semaine de retard. C'est à noter. Alors, après, c'est pas comme Arrow. Arrow, ils sont à 2 semaines de retard. Peut-être un jour, on les aura pour la CW le lendemain, comme certaines séries, mais pour l'instant... Oui, mais en même temps, ça change parce que les premières saisons, on devait les acheter en VOD à l'acte sur MyTF1. Tandis que là, on les a sans rien faire avec un abonnement. Ah oui, non, mais ça oui. Mais je veux dire, il y a d'autres séries qui sont diffusées par Netflix en US plus 24. Oui, grave, non, je suis grave d'accord. Après, voilà, quoi. Enfin, t'as pas dépensé 2,49 € pour les avoir, quoi. Ah non, en aucun cas. Non, je ne me plains pas du décalage. C'est juste que j'ai toujours pas compris, en fait, pourquoi il y a un décalage pour ces séries-là. Et pourquoi... moi non plus, et c'est peu probable qu'on ait des réponses sur la question. Mais, et sur le Arrowverse, pourquoi il y a que Arrow? Parce que, typiquement, ils ont diffusé l'épisode du crossover, et donc je crois que c'est l'épisode 3 du crossover des 4 séries. Donc t'as que cet épisode-là sur Netflix, c'est assez bizarre. Ah ben non, c'est pas bizarre du tout. C'est très simple, c'est que, enfin, Romain pourra me le confirmer. Tout le reste est détenu par le groupe TF1. Enfin, le groupe TF1, ils ont dit bon, pour le US Plus 24, on va laisser tomber Arrow dans notre offre VOD. Donc Netflix récupère les choses, mais après TF1 pourra toujours diffuser la saison à la télé. Mais après, pour tout ce qui est Supergirl, The Flash, etc., la primeur, c'est d'abord la VOD de TF1 et après les chaînes du groupe TF1. Ils le proposent en US Plus 24 sur leur plateforme, mais il faut payer. Ok, exactement. d'accord. Bon, bah maintenant j'ai une explication. J'ai appris quelque chose. Ouais. Donc, Black Lightning, pour en revenir à ça, qui en plus, pour l'instant, n'est pas dans le Arrowverse. Mais bon, on les connaît. Pour l'instant, ça y est pas. Mais si ça se trouve, c'est une dimension parallèle et ça rejoindra plus tard. Oui, le super crossover annuel, ça va être un bordel maintenant. Ah ouais, non, mais déjà ce sera encore une dimension parallèle dans Flash. Ouais. Alternate Universe. Bah déjà, Supergirl est dans une dimension parallèle pour l'instant. Oui, c'est vrai.
Mais bon, le crossover était très bien. J'ai appris ça en finissant la saison 1 de Supergirl. J'étais un tout petit peu, sur le fessier. Pour ne pas dire sur le popotin. Donc, Black Lightning, parce que c'est quand même ça ce que je parle. Le héros, c'est Jefferson Pierce, qui était un athlète de haut niveau et qui se retrouve directeur d'une école. Et ça fait 9 ans qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs, si je me souviens bien de la temporalité quand on commence. Parce qu'il veut s'occuper de ses 2 filles. Et donc il a promis à sa femme d'arrêter d'être un super-héros parce que ça le mettait trop en danger. Sauf qu'un jour, donc la ville, alors je sais plus le nom de la ville, Freedom quelque chose, non c'est pas ça. Quelqu'un peut m'aider, pitié, je vous en supplie. Non. Une ville quelque part aux États-Unis. Dans la ville de Black Lightning, il y a un gang qui sévit, le gang des 100, et ils enlèvent ses filles. Donc qu'est-ce qu'il fait en tout bon super-héros? Il remet le costume pour aller les sauver. Et quel costume! Oh oui, mon Dieu! Oh la vache, qu'est-ce qu'il est moche! Ah non, ouais, le costume, c'est pas possible. Mais bon, enfin, encore, c'est pas. La ville s'appelle Freeland. Voilà, merci. Qui est la ville préférée de Xavier Niel. Merci. Continue, Cécile. Désolé, je voulais pas déstabiliser. Niel, t'as compris. Il a pris, il a tout compris. Il a pas compris. Bah, Romain, il a pas pris visiblement. Non, moi, j'ai le bas débit. Ça monte au cerveau, il y a le temps. Ok, donc Freeland, donc il remet son super costume et la saison commence comme ça. Pour l'instant, j'ai vu donc les 2 premiers épisodes, sachant que le 3e a été diffusé hier, non? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est diffusé le mardi soir en combo avec The Flash. C'est ça. Donc, je le verrai la semaine prochaine sur Netflix. C'est là que je voulais le caser. Et pour l'instant, j'ai trouvé ça sympathique. Il y a quand même pas mal d'essais. Ça change de voir un super-héros installé et pas oh là là, j'essaye d'avoir mes pouvoirs. Je découvre, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, là on est face à la limite, lui il sait comment ça marche et pas nous. Parce qu'on nous explique même pas comment marchent ses pouvoirs. C'est-à-dire c'est Black Lightning, donc on peut imaginer, oui, il a des super-pouvoirs avec les éclairs. Mais on n'a pas plus de détails sur ses super-pouvoirs. Et vu que lui sait s'en servir, il va pas t'expliquer non plus. Donc on va découvrir, je pense, au fur et à mesure ce qu'il est capable de faire. Parce que moi, personnellement, donc comme je disais, je connaissais pas du tout le super-héros. Donc, en fait, t'es pas la seule, hein. Personne le connaît. Hein. C'est un fond de tiroir, le truc. Si t'es en fin de droit, c'est sûr. Oh, bah c'est bon, il va pas nous coûter cher, celui-là adapté. Voilà, donc je suis intriguée. Tu fais une très bonne productrice. T'as vu ça? Voilà, ça m'intrigue de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Par contre, si ils font quand même le côté ah là là, super-héros qui découvre ses pouvoirs, parce que dès le premier épisode, sa fille commence à avoir des pouvoirs. Et là, tu fais bon, bah ok. On va quand même avoir l'initiation du héros à un moment ou à un autre. Évidemment, mais en même temps, enfin, limite, pour une série de super-héros, c'est pas possible de pas passer par ce stade-là en termes d'écriture. Bah, oui. Surtout pour un super-héros dont t'as jamais entendu parler. Encore pour The Flash, tout le monde connaît The Flash. À la limite, pour lui, t'aurais pas eu besoin d'expliquer ses pouvoirs, tout le monde les connaît. Que pour lui, Black Lightning, personne n'en a jamais entendu parler. Ça aurait été peut-être un peu utile d'introduire le truc quand même. Ouais, mais sa fille a pas du tout les mêmes pouvoirs que lui. Enfin, pour l'instant, de ce qu'on en voit. Bah, elle a le pouvoir de péter un lavabo déjà. Oui. Voilà, elle a plus une super force ou quelque chose. Je crois que c'est avec la densité qu'elle a un truc, sa fille. Donc, à voir dans les épisodes suivants. Après, voilà, c'est. Ah oui, alors, j'avais pas dit, c'est une série avec un cast essentiellement noir. Parce que donc Black Lightning est un super-héros noir. Et voilà, après, ça... Et ça se passe à Los Angeles, Freeland, en fait, parce que c'est censé être c'est censé être un calque de Los Angeles, en fait. D'accord. Okay. Voilà. En tout cas, dans le premier épisode, il y a un rappeur que j'aime bien qui s'appelle Crondon, qui fait partie d'un groupe underground de LA qui s'appelle Strong Arm Steady, et tu ne peux pas le louper parce que c'est l'albino. Voilà. Oui, alors oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que donc le cast est majoritairement noir, sauf le méchant qui est un albinos. Voilà. Et c'est Condon et grave très bien en plus. Mais j'ai trouvé ça assez ridicule en fait de se dire ah là là, le gentil il est noir, alors on va mettre un mec super blanc en face et c'est le méchant. En plus le mec a pas du tout une tête de méchant, ça a l'air d'être un gros nounours, tu vois. Ah non, moi je trouve qu'il a une tête de pervers, c'est terrible. Ah bon. J'aime pas sa tête. Je suis désolée monsieur que je ne connais pas, mais j'aime pas ta tête. Il s'appelle Crondon et il est gentil. Ah bah peut-être. C'est un bon rappeur, je répète. En méchant, pour moi, il est crédible.
Enfin voilà, je vais continuer. Et au final, au départ, je l'ai commencé parce que je me suis dit, s'il la rattache au Arrowverse, il faut que je continue parce que vu que voilà, quand il y a les crossovers, etc., j'aime bien savoir tout ce qui se passe. Mais au final, je pense que je vais quand même continuer par plaisir plus que ce que je m'y attendais. Voilà. Une bonne surprise quand même au final. Voilà, bonne surprise. Après, voilà, j'attends qu'ils introduisent un peu plus ces personnages parce que là, on connaît Black Lightning, son ex-femme, ses 2 filles. On commence au 2e épisode à voir un peu les gens qui gravitent autour d'eux, mais par contre ça manque quand même d'introduction. Toutes les 2 minutes je suis en train de me dire mais c'est qui ce personnage là? Je sais plus qui c'est. Et alors les prénoms pour l'instant c'est mort, j'en connais aucun. C'est parce qu'ils sont noirs? Non, c'est parce que c'est le début de la série. C'est ça. Ok, donc Grégoire, je te passe la parole pour parler de American Crime Story saison 2 Versace. Yes, exactement. Et en fait, donc c'est la 2e saison pour American Crime Story qui, en première saison, s'était occupé du procès, du meurtre de Hannah Brown et du procès de O.J. Simpson. Donc là, on parle de l'assassinat de Gianni Versace, donc grand couturier de la fin des années 70 jusqu'à sa mort en 97. Moi, je connaissais, à part le nom, à part un peu tout ça, je connaissais pas bien, alors j'ai regardé un peu, parce qu'il parle pendant un moment, notamment dans la série, qu'il a fait les costumes pour certains opéras et tout ça. Il a fait aussi les costumes pour Miami Vice. La belle veste blanche notamment. Voilà, il a fait... C'est ça, exactement. Il a fait aussi d'autres films, et plus surprenant, il a fait certains costumes pour Judge Dredd. Alors c'est toujours surprenant. Ouais, moi quand j'ai lu ça, c'est pas le même style, le casque peut-être, je sais pas, ou enfin bref, c'était un peu bizarre. Stallone quoi. Ouais, c'est ça, Stallone. Les mondes se télescopent un peu comme ça, c'est un peu bizarre. Alors, on aurait dû le voir aussi. J'ai appris ça en cherchant un peu qui était cette personne, en regardant un peu en parallèle, qu'il aurait dû jouer. Enfin, il a joué dans Spice World, le film sur les Spice Girls, mais malheureusement, le film est sorti juste après sa mort, donc on l'a jamais vu. On a raté dans ce superbe film, Spice Girls. Donc voilà, on en apprend beaucoup de choses sur Wikipédia. Merci. Et du coup, en fait, là, pour vous reparler un peu de cette histoire, donc on parle donc de l'assassinat de Gianni Versace. Et le premier épisode débute, dès le début, on vous met dans l'ambiance parce que ça commence par 8 minutes quasiment, tout en musique, avec devant nos yeux la dernière matinée de Versace et de son meurtrier un peu en parallèle. C'est-à-dire que c'est très clippé, c'est très court, avec de la musique classique principalement derrière, jusqu'au moment fatal. Donc en fait, ça vous met dans une ambiance, en tout cas au début, très forte. C'est très poignant, c'est assez efficace. C'est très classique, mais ça reste très efficace. Après, le problème de cette entrée en matière, c'est ça fait un peu bâtard parce que après ce fameux générique qu'on avait eu dans la première, très sobre, avec écrit simplement American Crime Story, avec un petit trait blanc en dessous, avec écrit Gianni Versace en dessous. Juste après ça, ça retombe très fortement. Le rythme redescend un peu trop rapidement, on va dire. Ça redevient un peu linéaire. C'est-à-dire qu'on revient d'un côté sur les répercussions du meurtre, et de l'autre côté, on suit les flashbacks à la fois de la vie de Versace, de celui du tueur. Donc ça redevient un peu plus plan-plan, on va dire, par rapport à ce début qui était quand même assez fort. Et après, on a l'un des autres petits problèmes, on va dire, c'est que contrairement à la première saison de J. Simpson, où alors il faut pas tout comparer, mais en tout cas sur cette première saison, on était presque face à une reconstitution historique. On avait vraiment tout été filmé, donc c'était assez impressionnant. Là, il y a quand même, on sent que les scénaristes ont dû quand même combler certains gros trous dans l'histoire par rapport, on ne sait pas tout de ce qui s'est passé, notamment de ce qu'a fait le meurtrier avant de commettre son meurtre. Et en gros, on sent que certains moments, les gros trous ont été un peu comblés à la truelle, comme avec le personnage notamment de Donatella Versace, qui est joué par Penelope Cruz. Joué. Et son personnage... Entendez mes guillemets. Oui, joué, ouais. C'est ça. Et on a un personnage de Versace, moi je trouve, qui était un peu facile des fois, c'est-à-dire hargneuse, en tout cas dans les premiers épisodes. Après, elle va peut-être se développer, mais c'est assez hargneuse, un peu jalouse, un peu méchant gratuitement, notamment face à l'amoureux de Gianni Versace, qui sont pas mariés. Enfin, d'ailleurs, ils pouvaient pas à l'époque. Ça ressemble à une héroïne d'une série de Ryan Murphy, là, ce que tu me décris. Donc, oui, je crois c'est ça. Oui. Ça reste, voilà, ça reste. Même si lui, il a réalisé dans cette série-là que le premier, les autres ont été réalisés par d'autres personnes. On sent bien effectivement sa patte, mais malheureusement, il micromanage le truc, hein. Faut pas bien sûr. Bien sûr, mais il n'est pas tout seul, on va dire. En tout cas, par rapport à la première saison où il en réalisait beaucoup plus, où il en réalise beaucoup là aussi. Mais en tout cas, c'est un peu dommage. En tout cas, ce personnage qui est introduit vraiment dès le début de Donatella Versace, notamment,
ça gâche un peu les intrigues secondaires notamment, et ça fait pas trop avancer le public. On sait que dans ce genre de série, les événements doivent être reliés par quelque chose, et c'est un peu les intrigues secondaires qui font avancer. Donc après, c'est hyper intéressant parce que faut pas comparer non plus les 2 premières saisons qui ont rien à voir dans les faits, mais c'est intéressant parce que là, la série aborde beaucoup de thèmes forts, des thèmes phares de la vie de Miami. Ça se passe à Miami dans les années fin des années 2000, donc du coup, notamment en tout cas pour le meurtre, on apprend beaucoup de choses et c'est assez intéressant. Mais malheureusement, par rapport à la première saison, moi, ce que j'avais vu dans la première saison et qui m'avait beaucoup plu, c'était quelque chose de très fort, d'assez transcendant, qu'on retrouve moins en tout cas ici. C'est moins haletant, on va dire. Après, les acteurs, ça marche très bien. Je veux dire, Penelope Cruz en espèce de Cruella, comme ça, Edgar Ramirez en Versace. Penelope Cruz, l'accent, c'est pas possible. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est too much. Ça fait sortir aussi du personnage. Ça me casse tout. Je vois Penelope Cruz, en fait. Je vois pas Donatella Versace. Oui. Et oui, mais alors après, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un des problèmes aussi de ce genre de choses, c'est que sur O.J. Simpson, ils avaient beaucoup de vidéos. Là, quand tu regardes les peu de vidéos qu'il y a sur Versace, Donatella, de toute façon, la plupart du temps, elle parle pas beaucoup. Et du coup, dans les moments où Penelope Cruz ne parle pas, elle ressemble beaucoup à Donatella. Effectivement, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est plus compliqué. Voilà. Après, t'as Edgar Ramirez en Versace qui est en tout cas physiquement, qui est assez bluffant quand on voit les images. Ricky Martin, il s'en sort, on va dire honorablement. C'est pas voilà. Sachant qu'il est très présent malgré ce qu'on montre dans les bandes annonces. Voilà, c'est un peu plus poussif. En tout cas, le 2e épisode, ça marche à peu près, mais c'est un peu plus poussif. Et on va dire que ça va être. Moi, je vais continuer à suivre de toute façon parce que ça reste quand même assez intéressant. Je me suis bien gardé de regarder un peu plus par rapport à Wikipédia et tout ça, de savoir ce qui était vraiment arrivé, parce que en fait, apparemment, clairement, cette chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier de Versace va être une espèce de gros merdouillage du FBI notamment, et du coup moi je vais continuer à suivre parce que ça m'intéresse de voir un peu comment ça se fait. En plus c'est souvent cette série-là, comme la première saison, c'est souvent des cartes postales des États-Unis qui sont très intéressantes par rapport à des thèmes. La première saison abordait énormément de thèmes, celle-là un peu moins, mais on aborde quand même beaucoup. Après, juste pour finir sur, on va dire, les audiences, par contre, les audiences sont pas terribles par rapport à la première saison, justement. La première saison avait réussi à garder entre 2,5 millions et 4 millions de téléspectateurs. Là, on est plus entre 1,4 million et 2,2 millions, donc c'est un peu plus compliqué. Et il y a aussi l'effet des critiques, des premières critiques qui étaient sorties, qui disaient non, c'est pas une redite, il faut absolument que vous matiez ça, etc. Donc il y avait un gros tambour battant, même avant la diffusion et même pendant le premier mois de diffusion, quoi. Bien sûr, mais aussi après en plus O.J. a quand même par exemple, en tout cas à l'international peut-être un peu plus, il y a un personnage pop culture effectivement qui est aussi beaucoup plus présent que moi. Versace, je le connaissais sans le connaître, et c'est vrai que je suis allé plus facilement vers O.J. Et par exemple quand American Crime Story, quand ils avaient parlé de faire une 2e saison sur Katrina, sur l'ouragan Katrina, moi ça m'intéressait ici énormément parce que j'avais vu des séries, des choses qui m'intéressaient. Versace, je vais continuer à le regarder, mais c'est vrai que je serais peut-être pas allé le voir directement si j'avais pas eu la première saison avec O.J. Simpson, parce que c'est un meurtre qui raconte aussi moins d'histoires sur les États-Unis malgré tout. Mais est-ce que c'est mieux que Spice World en fait? J'ai pas vu ça. Ah d'accord. Bon, ok. Je vous savoir. Et moi, je veux juste te demander, Grégoire, du coup, qu'est-ce que tu penses des performances de Darren Criss, puisqu'apparemment sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est ressorti. C'était ma question aussi, parce que tu as parlé de tous les autres acteurs, mais pas de Darren. Alors, j'ai moins parlé de Darren Criss. Ah bah oui, non, mais moi je regarde ça, je ne regarde la saison que pour lui. J'ai regardé la première saison avec O.J. Simpson parce que je savais que Darren Criss était dans la saison 2. Ben, en fait, Darren Criss, moi je lui trouve rien. Enfin, il passe bien dans les 2 premiers épisodes en tout cas. C'est plus le rôle qu'on lui donne qui est à certains moments vraiment tête à claque, mais du bon côté des choses, dans le sens où son personnage, le personnage qu'il était aussi une tête à claque, quelqu'un de vraiment qui avait la grosse tête et tout ça, qui se prenait pas pour une merde. Donc là, il le joue bien. Et puis à certains autres moments un peu plus sensibles où il faut jouer un peu moins, je le trouve moins à l'aise, on va dire. Mais après, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de scènes où il est présent tout seul pendant très longtemps, et je pense que c'est compliqué, alors que c'est plus compliqué à gérer, je pense, pour lui. Donc du coup, il y a des scènes où ça marche très bien, et il y a des scènes où il est relativement insignifiant, et c'est un peu compliqué. Moi, je le trouve, c'est aussi ça qui joue dans les acteurs, c'est qu'il y a des moments où c'est par rapport au scénar, par rapport au rôle qu'on leur donne. Par exemple, Penelope Cruz, il y a des scènes,
on a juste envie de la baffer par rapport au rôle qu'elle joue, quoi. Mais pas dans le bon sens du terme. C'est pas baffer dans le sens le personnage qu'on a envie d'étrangler. Là, c'est baffer parce que personne lui dit d'arrêter de jouer comme ça, ou personne lui dit d'arrêter d'interpréter ce rôle-là, quoi. Donc, je t'avoue que j'étais un peu mitigé là-dessus. Il y a vraiment des bonnes scènes comme du moins bon. Okay. Moi, j'ai vu le premier épisode de cette saison, et j'ai été d'ailleurs, on va parler du point comment regarder ça en légal. Elle est disponible sur MyCanal, le nom de stream préféré de Monsieur Série, mais il n'y a que l'épisode 1. Toute la série sera disponible en mars. Et alors, je peux vous dire que je n'avais pas vu cette information. Et donc, j'ai vu le premier épisode. Et là, j'apprends que je dois attendre 2 mois pour voir la suite. Je pleure un peu. Un peu beaucoup. Mais l'an dernier, pour FUD, ils avaient... ça avait été diffusé en janvier, mais ils avaient attendu mars aussi pour diffuser toute la saison. Mais ils n'avaient pas fait ce truc de mettre ça sur MyCanal et tout. Parce qu'après, même moi-même, je l'ai appris par Twitter. Il n'y a pas eu d'informations spécifiques. Moi, en fait, c'est en voulant aller voir l'épisode 2 que j'ai vu la petite phrase qui te dit l'épisode exclusif, le reste de la saison sera disponible en mars. Quoi ? Mais non ! Parce que si j'avais su, très clairement, j'aurais pas commencé parce que là, maintenant, je veux voir la suite, quoi. Et donc, oui, moi, j'ai beaucoup aimé la performance de Darren Criss parce que pour avoir suivi un peu ce qu'il fait et connaître un peu le bonhomme, je le trouve, moi, il m'hypnotise dans ce rôle. Dès qu'il est à l'écran, je vois que lui, donc. Mais pas que par fangirl, parce que je trouve qu'il a vraiment une présence en incarnant ce personnage-là. Après, sinon, dans le premier épisode, au final, les autres personnages, Donatella ou le compagnon de Versace, joué par Ricky Martin, apparaissent au final très peu. Ils ont une scène. Donc j'ai pas trop d'avis à part que l'accent de Penelope Cruz, c'est pas possible. Ouais, ils réapparaissent un peu plus en deuxième épisode parce que tu as beaucoup plus de flashbacks justement sur Versace et ce qu'il est, les mois ou les années avant en fait. Donc c'est vrai que tu as beaucoup plus de passages avec Ricky Martin notamment. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on commence la saison par le meurtre, surtout en ayant vu. Je trouve que c'est différent par rapport à O.J. où la saison sur O.J. on ne sait pas si c'est lui qui l'a fait ou pas. Là, on commence par le mec tire sur Versace. Ok, d'accord, c'est lui. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est vrai que dans le premier, même dans O.J. quand même, tu commences effectivement aussi par le meurtre. C'est vrai que c'est tout de suite ils te mettent dans le bain direct, quoi. C'est vrai que c'est assez violent là-dessus. C'est que, mais oui, et là, ce qui était très fort aussi dans la première saison, c'est qu'en fait la saison n'est pas sur le nom O.J. Simpson n'est pas celui qui s'est fait assassiner, mais celui que tu vas voir dans sa prison, dans son truc, se faire juger pendant plusieurs mois. Et puis là, en plus, même moi, le nom du meurtrier, finalement, je l'ai pas retenu. Donc, oui. Là, ouais, c'est vrai que dans cette saison-là, on retient plus le tué que le meurtrier. Mais après, c'est toujours quelle personne est connue entre les deux. Et dans la première saison, la personne connue, c'était O.J. Oui. Après, en plus, comme on disait, c'est-à-dire que O.J. Versace, effectivement, c'est pour plusieurs raisons. C'est Versace là, par exemple, c'est un mélange de choses. Je veux pas trop en dire parce que c'est bien aussi de découvrir ce qu'était la vie de Versace, des gens qui l'entouraient, de la folie un peu de Miami aussi de cette période-là. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, ce qu'on va apprendre aussi un peu, qui apparaît un peu dans le deuxième épisode, c'est plein de petits thèmes qui étaient bien dans la première saison aussi, qui sont derrière, c'est-à-dire la famille, la solitude, l'homosexualité. Quoi ? Le sida, Versace était homosexuel ? Oh merde, oh mon Dieu. Ce qu'était Miami à cette période-là, la prostitution, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est tout ce qui s'accompagne de simplement, entre guillemets, simplement ce crime qui en plus pour nous paraît moins fort, mais moi j'en ai parlé à une amie qui a travaillé dans la mode, elle m'a dit qu'à l'époque ça avait été entre le fait que ça soit en 97 et que les médias s'en étaient emparés un peu comme le meurtre de Diana, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens tout le temps devant sa maison pendant des mois et des mois. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène-là qui est présent un peu au début, qui au fur et à mesure, je sais pas comment ça va être dans les épisodes d'après, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi de très important par rapport à l'image et compagnie, les paparazzis et compagnie. Ok. Bon, Elodie, parle-nous de Waco. C'est des chips, ça, c'est ça ? Tout à fait, les chips Waco. Moi, je préfère les crèmes onion. C'est les Pringles. Oui, mais c'est partout. Bref. Allez, Elodie, à toi.
t'embourbe. Alors, Waco, c'est une mini-série qui connaîtra que 6 épisodes, donc c'est très court. C'est une série inspirée de faits réels qui est diffusée sur Paramount Network. Donc Paramount se lance depuis pas très longtemps dans la production en série originale, mais diffusée sur sa propre chaîne, puisque Paramount avait plutôt l'habitude sur sa propre chaîne de diffuser des films et de produire des séries, mais qui étaient diffusées sur d'autres networks. Donc de quoi ça parle? En fait, la série revient sur le siège de Waco en 1993. En fait, c'était le FBI et l'ATF. Donc l'ATF, c'est l'agence de régulation des armes qui enquête sur toute possession d'armes illégales. Et donc, ils tentent de mettre fin à la secte des Branch Davidians. Donc une secte qu'il ne faudra pas me demander en quoi ils croient, parce que ça, de ce côté-là, j'ai rien compris. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette secte est dirigée par David Koresh, qui ici est interprété par Taylor Kitsch, avec un superbe mulet et des lunettes de pervers magnifiques. De toute beauté. Oh, de toute beauté. Et on suit l'histoire à la fois du côté des adeptes du culte et du côté des autorités. Oui, il fait bien les adeptes du culte. Ça parle de culte aussi, t'inquiète. Oui, ça fait des enfants. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore les séries qui retracent des événements réels, mais de façon très proche, pas très romancée. Et c'est le cas de cette série, puisque j'ai fait mon petit travail, j'ai été vérifier ce qui s'était vraiment passé. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire... Comme une vraie journaliste, dis-moi. Comme une vraie journaliste qui était sur Wikipédia. Donc, à savoir que ce qui s'est réellement passé au départ, c'est que donc la secte de Waco, donc Waco c'est une petite ville du Texas, donc cette secte s'était construit une hyper grande baraque au milieu de nulle part. Ils faisaient chier personne en soi, mais les voisins ont commencé à remarquer qu'ils se faisaient livrer des armes et des grenades et tout un tas de joyeuseté dans le genre. Bah, c'est normal, des libéraux ils amènent pas ça. Bah, j'ai envie de dire oui. C'est le début d'une super séquence pour Julien Courbet, mais en fait, ça va être beaucoup plus tragique par la suite, je suppose. C'est ça, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les voisins ont commencé à s'inquiéter. Ils ont quand même prévenu les autorités. Et aux États-Unis, on n'aime pas vraiment les sectes dans ce genre-là, donc ça leur faisait une excuse pour venir donc perquisitionner la maison. Sauf que, et c'est là que les versions divergent. Il y a plusieurs versions effectivement, puisque on sait pas trop. On sait que le FBI et l'ATF ont fait de la merde à un moment donné, mais ça a été couvert par le gouvernement de l'époque. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc il y a eu un siège qui a duré quasiment un mois, enfin plus d'un mois même. Et il en a résulté qu'au bout d'un moment, même si les adeptes de la secte n'étaient pas violents au premier abord, bah, ils ont fini par tous mourir dans un grand incendie qui a été causé par le FBI. Donc... C'est ça. Donc la série du coup va revenir sur cet événement, mais le premier épisode finalement ne retrace que les débuts, tout début de l'histoire, puisque on va surtout placer vraiment les personnages et leurs liens entre eux et comment ils vont arriver à enquêter sur la secte. Donc ça va commencer environ 6 mois avant les événements, où on va finalement s'intéresser à d'autres prises en otage. Donc on situe les personnages, leur rôle dans leur siège, et c'est finalement ça qui est assez bien, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnages à situer, puisque déjà on a le FBI à situer, l'ATF à situer, les adeptes, enfin David Koresh situé dans et bon là c'est vraiment pour romancer la série parce que sinon ça serait pas drôle. On va avoir plusieurs personnages dans la secte, dont un jeune qui va rejoindre innocemment la secte dès le premier épisode. Il va trouver que la vie est vachement belle au milieu d'une secte où tu n'as pas le droit d'avoir de copines, sauf David Koresh, sinon c'est pas drôle. Donc la série est très documentée. Elle est basée sur le bouquin qui a été écrit par un négociateur de crise qui était présent sur les lieux. Donc c'est de là aussi, c'est ce qui fait que la série est très précise. On retrouve aussi des images d'archives aussi bien relatives à la secte de Waco, mais aussi aux autres événements qui entourent le FBI. Donc les manifestations qui ont couru parce que prise d'otage, parce que le FBI n'a pas été toujours très clean et l'ATF non plus. Donc c'est une série qui est vraiment très documentée, c'est très plaisant.
C'est une série qui est vraiment plus à propos des personnages que de la situation finalement, parce qu'au final l'histoire, on la connaît, on a compris que ça allait suivre vraiment les événements au pied de la lettre, on sait déjà comment ça va finir, mais par contre on va plus s'intéresser à ce qui va les pousser individuellement à faire ce qu'ils font, que ce soit du côté de la SEC que du côté du FBI. Du côté de la SEC, on va surtout s'intéresser à qu'est-ce qui pousse ces gens à rejoindre cette communauté, et du FBI on va plus voir comment ils se sont un peu débrouillés, qu'ils ont un peu filouté pour pouvoir mettre fin au culte. C'est très bien filmé, c'est très beau. C'est pas filmé comme les séries hyper clichés qui sont filmées dans le Texas. C'est pas Orange, quoi. C'est ultra bien joué. Il y a un casting de fou, puisqu'on a à peu près la moitié du casting de Boardwalk Empire. Hein. Si je pouvais vous retrouver les noms, ça serait pas mal, mais là je les ai pas sous les yeux. T'as Michael Shannon notamment. Voilà, alors donc comme je disais, donc Taylor Kitsch dans le rôle principal, Michael Shannon, Paul Sparks, Shia Wagham qui étaient tous les trois donc dans Boardwalk Empire. Il y a Andrea Riseborough qui était dans Birdman, et il y a Melissa Benoît de Supergirl qui joue donc la femme de David Koresh. Et là, Cécile, ça l'intéresse. Ouais, non, c'est la seule que je connais parce que c'est la seule que j'ai vue dans un truc que j'ai vu, mais. C'est ça. Et dedans, elle est pas blonde et elle est super quiche. Attends, elle est pas blonde. Mais Cécile, t'as jamais vu Friday Night Lights? Non, c'est sur ma liste de trucs qu'il faut absolument que je vois. Elle était dans Friday Night Lights? Non, je parle pour Taylor Kitsch en fait. Ah pardon, j'ai loupé un épisode. Moi tu dis ça, moi je pensais juste à un mec qui est kitsch, tu vois, ça marche pas dans ma tête. Et malheureusement dans True Detective aussi. Et oui. Donc après pour le style, on retrouve un peu le style de Narcos qui se la joue un peu faux documentaire. Enfin c'est pas documentaire, mais c'est un peu dans la même narration, mais sans la voix off. Voilà, c'est très beau, c'est très bien écrit. Il y a un rythme assez soutenu parce que comme je le disais, il y a que 6 épisodes et encore le premier épisode ne fait qu'aborder le début de situation, donc je pense qu'après ça va encore plus s'accélérer. Après, ce qui va être intéressant du coup dans cette série, c'est de savoir quelle version elle va adapter, puisque comme je le disais tout à l'heure, les versions divergent, on saura probablement jamais ce qui s'est réellement passé, puisque ça a été couvert par le FBI et par le gouvernement. Et là, on va voir la vraie vision qu'a le créateur de la série sur. Alors, est-ce qu'il va vraiment en foutre plein la gueule au FBI qui quand même est accusé d'avoir tué des gens avec des grenades, genre femmes, enfants, maris, enfin tout, même des animaux en tant qu'affaire. Soit ils vont plus faire la part des choses et dire oui, il y a eu des erreurs des deux côtés et puis ça s'est terminé mal, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, à voir. Donc tous les dimanches soirs sur Paramount Network, Waco, en 6 épisodes. Et en France, est-ce que c'est dispo? Il existe Paramount Network en France sur le câble, c'est leur chaîne. Après, c'est pas encore diffusé sur leur chaîne, mais ça va venir quoi. Alors non, c'est pas. Alors c'est Paramount Channel, et Paramount Channel en France ne diffuse que des films. Oui, alors après je sais pas, parce qu'en fait c'est très récent qu'ils diffusent leur propre série, donc je sais pas si ça va venir. C'est la toute première en plus. C'est pas la première, je crois pas, mais non, parce que avant c'était Spike TV en fait, donc ça c'est un rebranding. Effectivement, c'est la première série qui diffuse sous le terme de Paramount Network. Ah voilà, c'est pour ça, oui, Spike. Là, Et enfin, je sais que tout le monde s'en fout de mes tweets, mais j'avais tweeté quelque chose hier soir en fait que je réitère ici, puisque Waco est diffusé et produite par Paramount. En fait, on s'en fout, comme t'as dit. Non, c'est ça. En fait, Altis Studio en fait avait annoncé à la rentrée dernière qu'ils étaient en train de boucler un deal en fait avec Paramount Television en fait pour avoir leur série en première exclusivité, mais que ça rentrerait que le deal ne commencerait qu'en septembre 2018. Mais en fait, ils venaient de le conclure et que c'était pour les productions Paramount séries et télé, enfin films et télé. Série télé, voilà. Donc voilà, donc peut-être que Waco et The Alienist, par exemple, vont être diffusés chez Altis. Par contre, ne regardez que Waco. The Alienist, c'est pas la peine. Et Florian, du coup, vu que tu as pris la parole, je t'en prie, parle-nous de One Day at a Time. Je suis désolé sur Waco. Oui, juste pour vous dire, ça m'a fait penser à une autre série et peut-être que ça vous plaira. Une autre série un peu dans le même style, très simple et assez efficace, c'est Gangland Undercover. Je sais pas si vous connaissiez. C'est une série en fait qui parle un peu justement
un peu aussi du FBI, mais qui est aussi assez simple, une histoire vraie sur un ancien tolard qui se retrouve à devenir pour le FBI, à intégrer en fait un gang de bikers. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à ça dans le sens, comme tu l'as dit, assez simple, assez efficace, et on sait pas trop ce qui s'est passé aussi parce qu'il y a des histoires de meurtre et tout ça. Et Waco, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça un peu dans le style, dans tout ça. Et enfin voilà, si vous tombez un jour dessus, je sais plus vous dire sur ce que je viens de dire penser là, je sais plus sur quoi c'est et tout ça, mais Gangland Undercover, c'était une très bonne série dans le sens très simple, il y avait une 15aine d'épisodes seulement aussi, et très efficace aussi, voilà. Et non, Romain, il a pas parlé de gangbang, je te jure. Non, t'inquiète pas. C'est ça. Waco minute soupe, sinon, on peut le dire. Mais voilà. Aussi. Ah oui. Bon, Florian, c'est le moment de Dale, papito, dale. Pito, dale. Ouais, mais One Day at a Time, donc il y a eu sa saison 2 de 13 épisodes sur Netflix vendredi dernier. Je suis dans l'immense plaisir de vous annoncer que pour une fois, je n'ai pas manqué à mon devoir et j'ai vu toute la saison. Ouais. Merci. Voilà. Donc le One Day at a Time, ça rencontre donc l'histoire de la famille Alvarez qui donc en fait dont la grand-mère Lydia est une exilée cubaine qui vit sur le territoire depuis un demi-siècle et qui a immigré non pas à Miami comme je le pensais à tort dans la première saison, mais à Los Angeles. Et donc il y a donc la fille de Lydia, Penelope, qui est jouée par Justina Machado, et une ex-vétéran de l'armée qui donc depuis après avoir quitté l'armée est maintenant infirmière dans un cabinet privé. Et donc il y a aussi ces deux gosses qui sont Elena et Alex, et accessoirement il y a aussi donc pour compléter le capture, il y a aussi un béné de sitcom traditionnel blanc qui est aussi le propriétaire de l'immeuble dans lequel ils vivent, qui s'appelle Schneider. Et j'adore Schneider. Voilà, qui est une caricature de hipster qui vient chaque épisode en fait donner son avis totalement loufdingue et totalement barré en fait sur les conversations dès que les personnages ont. Alors pourquoi ça commence bien et ça devient absolument génial et que là maintenant on est voilà quoi, on est dans le panard total des sitcoms multicam à l'antenne. Eh bien c'est tout simplement parce que déjà le ton de la série, on oublie grâce à la qualité d'écriture qui est constante que la série et une sitcom traditionnelle, donc qui est censée donc avoir des personnages consensuels, bon, une certaine morale, un certain message, etc. Et en gros, ce qui nous le fait oublier, c'est que à chaque épisode, sur 30 minutes, en fait, les personnages ont des vraies conversations. Et quand je parle de vraies conversations, c'est vraiment des conversations authentiques, en fait. Et les gags, en fait, ne viennent pas forcément. Enfin, les gags viennent souvent du caractère très plein de panache de Lydia, qui est très très bien jouée par Rita Moreno, qui est voilà une vétéran de la télévision et du cinéma. Elles viennent surtout, enfin les vannes viennent surtout des réflexions que chacun se fait et des préjugés auxquels chacun est confronté sur certains sujets qui sont assez délicats. Donc la saison 1 avait réussi le pari d'avoir donc toute la deuxième partie de saison qui était consacrée, on va dire, à la découverte de la sexualité de Elena en fait, et donc par ailleurs son coming out en tant que lesbienne dans une famille dont Lydia et par extension Penelope ont été élevés dans une ferveur très très religieuse. Et le final de la saison 1, en fait, voyait que le père qui est absent de la vie de Elena et de Alex, le père en fait les quittait pendant la quinceañera de Elena parce que il n'arrive pas à accepter l'homosexualité de sa fille en fait. Et et en gros on termine la saison 1 sur cette image qui est absolument splendide et bouleversante en fait de tout le cast qui est en train de serrer Elena dans ses bras et donc d'avouer son soutien indéfectible pour elle quoi.
Et c'est une sitcom, certes. Donc il y a on sent que tous les effets de sitcom, que c'est tourné en plateau, qu'il y a les rires du plateau, c'est toute la qualité des sitcoms américaines qui sont diffusées pendant 30 ans, mais hormis le Cosby Show, avec des personnages qui n'ont jamais eu droit à la parole en tant que personnages vraiment principaux jusque-là. Et ça donne en fait ça donne des petits bijoux de comédie tout simplement. Donc ce qui fait que la saison 2, en fait, Mike Royce et Gloria Calderon, qui sont les co-showrunners de la série, en fait, ils arrivent en fait à traiter de tous les sujets tabous possibles et imaginables. Que ce soit la dépression clinique, que ce soit donc la manie de tout garder, que ce soit que ce soit même le racisme sociétal en fait qui envers la communauté latino en fait, sachant que la famille Latinx. Enfin, là, je parle de la communauté latino dans son ensemble, mais non, mais c'est pour la blague. Ils n'arrêtent pas de dire Latinx. Il y a ça, et en fait, il y a une dépiction qui est pleine de tendresse aussi de la communauté genderqueer et du militantisme de la jeunesse genderqueer, notamment le crush en fait de Helena est un des seuls personnages secondaires de la série, puisque c'est vraiment une série qui est très très centrée sur le quatuor principal de la famille Alvarez. Même ce personnage secondaire absolument hilarant. C'est une série qui a une totale confiance en sa qualité d'écriture, a une totale confiance en ses sujets, a une totale confiance que ils n'ont pas besoin d'artifices, de twist absolument retournant, ou alors Dex qui revient avec un bébé dans les bras ou des choses comme ça. Ils n'ont pas besoin de ce genre de retournement de soap. Ils ont pas besoin de guest star non plus, donc la saison 2 est une réussite totale, absolument sans guest star, même dans la télé pour faire coucou. Non, il y a absolument rien de tout ça. Mais c'est une série en fait qui fait se sentir bien, qui redonne foi en l'humanité et qui maintient à chaque fois sa promesse, on va dire, d'avoir des messages qui sont intelligents, d'avoir des messages qui viennent de la confrontation de points de vue qui sont souvent assez difficiles, puisque dans la saison 1, faut avouer que Lydia, lorsque on apprend l'homosexualité de Lena, sachant que Lydia se comporte un tout petit peu comme bigote, on se demande comment on va réagir. Et honnêtement, One Day at a Time, le final de la saison 2, il n'y a pas de spoil, je n'oserais spoiler ce qui se passe, mais arrive, on va dire, à jouer avec les nerfs du public, et arrive à maintenir une certaine profondeur d'écriture pour les expériences de vie de Lydia, qui sont absolument remarquables, ce qui fait que peu importe le dénouement du final, en fait, on en ressort satisfait. Et moi, je suis ressorti absolument bouleversé de cette espèce d'exercice d'équilibre, en fait. Et il faut avouer que ce final de One Day at a Time, 95% des séries ou des comédies n'auraient pas réussi là où l'équipe a réussi. Et du coup, c'est une série qui, avec les 3 francs 6 sous et 1/10 du budget de The Crown par saison, arrive à faire des miracles. Et je conclurai juste en disant ceci: je veux un Emmy pour Justina Machado, et je veux un Emmy pour Lydia. Et son actrice, j'ai un trou sur le nom. Je vais pas t'aider sur les noms. Rita Moreno, pardon. Voilà. Et je vais en Emmy aussi pour Rita Moreno. Donc voilà, je sais. Un Emmy pour tout le cast et pour la série, quoi.
Ah non, moi, un Emmy pour la série, ça serait déjà super, mais je veux surtout une nomination qui puisse reconnaître le travail fabuleux qui est fait par Rita Moreno et Justina Machado, parce qu'il y a une grosse partie des intrigues qui tournent surtout autour d'elle. Faut dire ce qui est, quoi. Moi, rapidement, j'ai vu le début de saison 2, j'ai vu le premier épisode, c'est déjà pas mal. Dans l'arme. J'ai vu ça samedi avec ma meilleure amie à qui j'avais dit il faut absolument que tu regardes. Et oui, avec des bisous, avec des bisous à Popo. Des bisous à Popo. Et je me souvenais que j'avais adoré la saison 1 et que j'avais hâte de voir la saison 2, mais on s'est posé devant l'épisode et on a fait waouh, parce qu'on se souvenait pas à quel point c'était bien. Et quand on regarde la saison 2, on est tout de suite replongé dedans, on est tout de suite dans le cocon familial. Et comme disait Florian, il pose le temps. Il y a une discussion très longue avec beaucoup de rebondissements dans le premier épisode autour du sujet du racisme, sur comment chaque personnage a perçu et a pu vivre le racisme. Et enfin, déjà rien que cette scène qui doit faire, je sais pas, pour moi, elle doit faire 8 minutes, quelque chose comme ça. Elle est vraiment longue et une discussion posée comme ça dans une sitcom. Et il y a des rebondissements et même il y a des blagues en plein milieu d'une discussion super sérieuse. J'ai adoré et ça m'a rappelé voilà pourquoi j'aimais autant cette série, pourquoi il faut la regarder, parce que elle est drôle, elle est intéressante, les personnages sont attachants et bref, regardez One Day at a Time. C'est tout ce que ça donne vraiment ultra envie, et je sais que j'avais beaucoup entendu parler de la série lors de sa saison 1 et vu les retours dithyrambiques sur la saison 2, ça me pousse encore plus à la commencer. Non mais commence Romain, en plus après comme ça tu pourras chanter avec nous Dale papito. Et vu comment tu en parles en plus, je pense que je vais totalement tomber complètement en amour. Je vais tomber en amour. Et Romain, vu que tu as la parole, je te la laisse pour nous parler de, tu as dit comment, carbone altéré? Non, carbone modifié. Carbone modifié, c'est encore pire. Bon, alors, c'est pas totalement le grand amour avec Altered Carbon, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Altered Carbon, c'est la nouvelle série qui est disponible à partir du 2 février sur Netflix, donc ce vendredi-là, du coup, vu que nous, on enregistre le 31 janvier. C'est 10 épisodes de 55 minutes et ça a été créé par Leita Kalogridis, qui a déjà travaillé sur les films comme Shutter Island ou encore Avatar. Pour l'un, on est d'accord, pour l'autre, on sait pas trop. Et à la base, en fait, Altered Carbon, c'est un roman, et donc il est adapté. C'est Richard Key Morgan qui l'a écrit en 2002, et je crois que c'est une trilogie, si je me trompe pas. Il y a d'autres bouquins qui ont été adaptés, qui ont été écrits par la suite. Donc, de quoi ça parle cette petite série qui nous plonge en plein dans la science-fiction? Mais oui, donc, dis-nous. Petite. La série, il y a du muscle là. Alors, il y a du muscle, il y a de la bite, il y a de la chatte, il y a des seins et il y a énormément de budget. Est-ce qu'il y a des muscles? Je ne peux que confirmer. Il y a du muscle. Mais on va directement rentrer dans le vif du sujet. Il y a énormément de fou frontal, que ce soit autant masculin que féminin. Il y a absolument aucun filtre par rapport à la nudité et ça sert totalement au propos de la série, puisque justement, l'histoire se concentre sur une forme de technologie qui permet aux êtres humains de sauvegarder leur esprit avec une sorte de disque dur à l'arrière de leur colonne vertébrale. Et du coup, les corps ne deviennent que des enveloppes et on peut en fait télécharger entre guillemets nos souvenirs dans un corps grâce à cette petite capsule justement qui est derrière le télécharger la conscience carrément, c'est télécharger notre conscience. Télécharger la conscience, l'esprit, enfin bref, les souvenirs, tout ça. Donc ça permet de changer de corps et de vivre éternellement. Et il y a une personne en particulier qui s'appelle Takeshi Kovacs, qui est un super nom de famille hongrois, l'un des plus répandus si vous ne le saviez pas. Et là, ça vous en bouche un coin. Voilà. Takeshi, c'est celui qui a le château, c'est ça? Il est pas croate, Kovacs, dans l'urgence? Moi, je dis ça, Enfin bref, c'est en Europe de l'Est, c'est très répandu, surtout en Hongrie. Bref. Nos amis du Balkan qui nous regardent sur TV5 Monde. Voilà. TV5. Donc, il y a ce fameux Kovacs qui va être embauché par un très célèbre, riche, homme riche qui s'appelle Bancroft. Et en fait, il embauche ce mec parce qu'en fait, il veut qu'il enquête sur sa mort. Et en fait, le truc, c'est que lui, il a juste la dernière sauvegarde, mais au niveau de sa conscience, mais il lui manque du coup, je crois, c'est 5 heures ou quelque chose comme ça. Enfin, il lui manque une certaine période de temps et il se rappelle absolument pas ce qui s'est passé durant ce délai. Et du coup, il engage cette personne pour enquêter. N'oubliez pas de sauvegarder. Voilà. Donc, comment parler de la série? Les premiers épisodes sont assez
déconcertant dans le sens où il y a énormément d'infos qui sont données. Donc ils essayent de placer toute la mythologie dans les 2 premiers épisodes en mode les enveloppes corporelles, les sleeves en anglais, la conscience, comment on peut sauvegarder, tout ça, quel est le business aussi qui est fait. Enfin bref, il y a limite beaucoup trop d'informations dès le départ et ça peut être énormément déstabilisant quand on est jeté comme ça dans la série. Mais justement, moi, ce côté-là, ça m'a absolument pas dérangé, puisque généralement, le problème que j'ai avec Netflix, c'est que les séries de 50, enfin, même avec le format 55 minutes, c'est qu'au bout de 30 minutes, je commence sérieusement à piquer du nez. Et là, en fait, vu que ça partait... non, je suis un papy, hein. Et vu que là, ça partait un peu dans tous les sens, mais ça me permettait d'un côté de rester éveillé, puisqu'il y avait un rythme qui était quand même assez soutenu, vu que ça partait un petit peu dans tous les sens. Et au fur et à mesure de la série, ça se canalise beaucoup plus et elle permet aussi de se poser beaucoup de questions, puisqu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de personnages aussi qui sont introduits. Le cast est assez important. Donc dans le rôle titre, il y a Joel Kinnaman, donc qui joue Takashi. Il y a James Purefoy, Christine Lehman ou Martha Higareda. Donc ça, c'est vraiment les personnages principaux. Et après, à cela, donc sur le meurtre de Bancroft, se rajoute encore une histoire en parallèle où le mec est impliqué. Puis après, il y a une autre histoire qui implique. Enfin bref, ça part vraiment dans tous les sens. Et c'est juste au dernier épisode qu'on comprend vraiment comment tout est imbriqué. Alors c'est excessivement frustrant, puisque moi des fois je me posais, au fur et à mesure de la saison, je me disais en fait, mais quel est le lien en fait avec ce personnage? Pourquoi il nous raconte cette histoire? Et je me disais limite si je m'étais pas endormi devant certains épisodes, vu que je pensais vraiment avoir loupé des passages. Et en fait non, ça prend tout son sens qu'à la fin. Et la conclusion est ça fait un peu grincer des dents, puisque c'est pas du tout réaliste pour un sou. Vu que ça partait déjà dans tous les sens au départ, ça part encore plus dans tous les sens à la fin. Mais moi, sérieux, c'était tellement what the fuckest que j'ai énormément aimé. En fait, les épisodes sont énormément riches. Il y a beaucoup d'actions. De toute façon, les chorégraphies des scènes de combat sont exceptionnelles. Franchement, j'ai limite plus aimé les scènes de combat dans Altered Carbon que dans The Punisher. C'est pour dire. Ah, c'est brutal. C'est brutal. Alors, que ce soit explicite au niveau de la nudité ou même ne serait-ce qu'au niveau de la violence, ça envoie du pâté, vraiment. Moi, juste un petit point sur l'aspect visuel de la série et sur la photo. On en avait discuté avec Elodie, mais ça fait énormément penser à Blade Runner. Bon, bien évidemment, moi et mes références cinématographiques, je les ai pas. Alors lui, il a pas vu Blade Runner, mais moi, j'ai pas vu la série, donc comme ça, si tu veux. Et vous avez réussi à être d'accord sur quelque chose, c'est oui, bien. Puisqu'elle m'a montré en fait des images et c'est exactement ça. Ce sont enfin, la ville en fait en elle-même, c'est très sombre. Il y a absolument aucun bout de végétaux. Il y a beaucoup de néons, beaucoup d'aspects technologiques avec des écrans transparents, des choses en néon, enfin bref. Ah non, les écrans transparents, on a dit non, c'est pas une bonne idée. Il pleut tout le temps et il y a des espèces voilà, c'est quand même assez noir et même au tout départ, la série est présentée limite comme une série noire de science-fiction. Ah, c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça. Hein. Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que ça part tellement dans tous les sens et ça essaye de mélanger tellement plein de genres en même temps. Et c'est justement l'un des défauts qui a été soulevé, donc parce que j'ai écouté cet après-midi le podcast Next Episode avec Romain Burel et Renan Cros. Justement, eux reprochaient totalement cet aspect à la série, que ça partait dans tous les sens et c'est que ça ne livrait absolument rien d'original vu que ça copiait limite grossièrement sur Minority Report et Blade Runner. Et bien moi en fait, vu que je suis absolument pas adepte de 1 de cinéma et de 2 de science-fiction, et bien pour moi c'est passé crème, vraiment. Donc si vous voulez un divertissement où ça part vraiment, comme j'ai dit, dans tous les sens, que les personnages sont quand même malgré tout attachants, que la morale quand même un petit peu sur la déontologie, tout ça, c'est pas bien vivre éternellement. Bon, ça c'était un peu pompeux, mais bon, il suffit juste de dormir durant 3 minutes par épisode, et puis après, ça passe tout seul. Donc franchement, si vous voulez une série avec un lourd budget où vous en voyez pas mal, jetez-vous sur Altered Carbon, j'ai envie de dire. Et donc, tu peux nous rappeler quand est-ce que ça sort sur Netflix ? Le 2 février sur Netflix et il y a 10 épisodes de 55 minutes. Merci Romain. Je sais pas si ça donne envie, mais en tout cas, moi, c'était le pied.
Ouais, ça m'intrigue. J'ai vu aussi, il y a sur Paris, il y a un événement en ce moment. Mais c'est le pied. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Beaucoup. Ils ont ouvert un lieu éphémère pour Altered Carbon où justement tu peux te mettre dans le sac. C'est ça, tu peux avoir ta photo dans le sac et tu peux faire pas mal de choses dedans. Ça m'intrigue aussi, tout m'intrigue sur cette série. Voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la série m'a fait poser beaucoup de questions. Aussi. En fait, tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur l'alcoolisme, sur la vie éternelle. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi dans les séries, c'est qu'elle te permet en fait de te questionner sur toi, de vraiment essayer de te faire réfléchir. Bon, je dis pas que la série est intelligente par rapport à ça, hein, pas du tout, puisque. Non, mais elle te rend plus intelligent et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'elle me rend peut-être. Ça prend l'air. Enfin bref, si vous je sais pas, je pense pas que je vais revenir. Je pense pas revenir pour le prochain numéro, mais j'ai beaucoup de réserves sur les 2 premiers épisodes. Donc on va voir de quel côté je chavire, puisque voilà, contrairement à Romain, moi je suis gros fan de science-fiction, donc et j'ai aussi vu Blade Runner et sa suite, donc je dois avouer que j'ai des réserves par rapport à ça, mais même par rapport je trouve quand même pour l'instant je trouve la nudité assez putassière quoi sur certains aspects. Mais pas tellement, enfin sur la suite non ça va, mais c'est vrai qu'au départ quand tu te prends ça en pleine face c'est assez étrange. Titre. Mais moi je rajouterais justement que c'est exactement comme toutes les séries Netflix, qu'il suffit de passer quelques épisodes et puis après on est vraiment lancé et ça dépote. Suffisait de regarder. Voilà. S'il suffisait de regarder. Donc je serais content d'avoir ton avis sur les prochains épisodes si tu regardes Florian. Mais et puis même si les auditeurs jusqu'au bout de mes rêves. Si les ira au bout de tes rêves. Enfin bref, les auditeurs aussi, commentez, voilà, lâchez-vous. Sans doute, je dis totalement du caca. C'est la plus grosse bouse de 2018. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et oui, les auditeurs. De toute façon, j'aime les bouses, hein, j'aime Marseille, donc bon. Voilà. Oui. À ce moment-là, franchement, on peut plus rien faire pour toi. Et moi, il me tarde la saison 2, vraiment. Bah, tu la regarderas tout seul. Ah, mais moi, c'est mon gros nanar. Enfin, bref. Allez, la suite. La suite, comme disait Roro, les auditeurs, si vous avez des commentaires sur ce qu'on a pu raconter ou sur le fait que, voilà, Monsieur Série nous manque et que, bouh, Cécile, dégage de là, vous avez le droit de parler. Et sinon, faites vos dons de papier toilette, s'il vous plaît. Voilà. Il en a grand besoin. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir finir avec nos recos hors série. Avant de vous quitter, de vous souhaiter bonne Jovi. Donc Grégoire, de quoi tu voulais nous parler cette fois-ci pour tes petites recos? Eh ben moi en fait je me suis fait offrir un petit bouquin à Noël. C'est la saga HBO. Alors c'est un livre assez connu. Hein. C'est un peu comme la collection un peu des Taschen, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait c'est assez simple sur l'histoire de HBO avec plein de chiffres, plein de petites histoires, plein de petites interviews. J'ai regardé que le début, c'est assez historique sur les premières séries, ça commence dans les années 90 et c'est vraiment c'est très chronologique. C'est un tout petit bouquin. Alors, je peux pas vous dire le prix parce qu'il y a une pastille devant et je vais me faire engueuler si je regarde le prix quand même parce que ça fait un peu rapport vu que c'est un cadeau, voilà. C'est un petit bouquin d'une petite centaine de pages, je dirais. Et c'est plutôt agréable à lire comme ça. Assez rapidement sur la saga HBO. Après c'est pas des révélations, moi je suis très fan de beaucoup de choses qu'ils ont fait, donc ça me replonge un peu dedans, ça me redonne des références, ça me redonne des chiffres que je connaissais pas, des histoires que je connaissais pas sur la création de telle ou telle série, et c'est plutôt pas mal, c'est très succinct et c'est plutôt pas mal pour se plonger vraiment dans l'histoire de cette chaîne télé. D'accord, très bien, donc on retient le livre HBO, la saga HBO, c'est ça? Exactement. Et moi, je vais vous faire une petite recommandation très rapide pour le moment, parce que je vous en parlerai plus longuement sur le sérigraphe. Wink wink, je fais de la pub. Oui, le sérigraphe.com. Sans le E. Et donc moi, en ce moment, je suis en train d'écouter en livre audio Outlander, donc le livre qui a inspiré la série qui est diffusée, je crois, par Starz et qu'on peut retrouver sur Netflix. Oui, et ça faisait très longtemps que ça me titillait de lire le livre, et là j'ai l'occasion de l'écouter et ça me va très bien. Et pour l'instant je retrouve vraiment exactement la série, c'est vraiment très calqué. On voit que la série a été adaptée très minutieusement, du moins dans
pour la saison 1, donc qui est l'adaptation du premier livre. Et là, je dois en être au tiers. Et pour l'instant, je voyais les scènes de la série en entendant le livre. Donc, c'était vraiment pas mal. La narration est très bien. Ça manque un peu d'ambiance parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit de fond comme on peut trouver dans certains livres. Mais la personne qui fait la lecture est très très bien. Et donc, voilà. Si vous aimez la série, si vous n'avez pas le temps de lire le bouquin, parce que c'est quand même des pavés, il faut savoir que le tome 1 en lecture fait 26 heures. Donc, ça vous laisse une petite idée du temps qu'il faut. C'est le temps de ma sextape. Ouh, plus d'une journée de sextape. Je veux voir ça. Non, je veux le vivre. Si vous voulez plus de livres audio, vous pouvez aussi aller sur le serigraphe.com pour une super critique de X-Files, les nouvelles enquêtes, je sais plus quoi. X-Files. Voilà. Les nouvelles enquêtes non classées. Merci. Donc, superbement chroniqué par Cécile et par Guilic. Oui, tout à fait. Et là, c'était un peu moins sympa, il faut l'avouer. Mais par contre, il y avait plus d'ambiance dans ce livre-là. Il n'y avait pas Smithers. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai réussi, j'ai fini mon podcast. Bravo. Bravo. C'est bon, elle a fait le calife à la place du calife. Ouais, je suis le chef. Et donc, je vous propose un petit mot de la fin. Alors Grégoire, ton mot de la fin. Oulala, ultra levure. Ok. Ça sent la bière. Voilà. Ça sent la bière. Le 15 degrés, faut arrêter. Hein. Regardez ultra levure sur internet, c'est un médicament pour Monsieur Seri apparemment, d'après ce que me dit Romain. D'accord. Ok. Du coup, j'ai pas envie de vous regarder. Non, ce mec là. Florian, ton mot de la fin. Mais moi j'avais ion flux gastrique. Voilà. Ok. Romain, est-ce que tu as un mot un peu plus classique? Oui, nanar. Merci Romain. Élodie, un dernier mot? Pied. Oui, c'était le pied, ce podcast avec moi, je sais. Voilà, ah oui. C'est exactement pour ça. Et moi, je finirai en disant cuillère. Parce que c'est toujours un tour, cuillère. Pas changer assiette pour fromage. Enfin, je croyais qu'elle avait dit queer. Vous savez bien. Donc voilà, c'était un plaisir, chers auditeurs, de vous avoir parlé dans les oreilles et susurrer des mots doux sur la série. Allez, on a ASMR, bonjour et bienvenue dans le podcast. Ah non, arrête, c'est énorme. Non, ASMR, on n'a pas fait ASMR. Peut-être la semaine prochaine, on fera de la ASMR. Faut qu'on en fasse un spécial où on chuchote, ce sera pas possible. Ah non, on fera celui où on chante. Déjà, je trouve qu'on n'a pas assez chanté, alors que c'était moi qui étais en... Cécile, on chante. 1h30. La semaine prochaine. Roro, la semaine prochaine, on chante. Et il faudra faire un podcast où on susurre. Ça, ce sera la version X pour les auditeurs qui s'abonnent et qui donnent des sous. Pour un abonnement de 19,90 €. Roro te susurre à l'oreille. Vous trouverez forcément susurre à votre pied. Oh oui. C'est ça, là. Sur ce, les auditeurs, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous nous écoutez le matin en vous réveillant, un bon appétit si vous êtes en train de manger, et ça a l'air bon. Et surtout, bonne journée. Allez, salut. We'll